la dernière. Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir Radio Nova. Bienvenue dans la dernière en direct et en public à la fête de l'humain. Vous êtes là à la fête de l'humain? Oui, je crois qu'ils sont là. Ils sont présents. Tout ce boucan. Merci beaucoup pour cet accueil, les amis. Nous sommes le dimanche 14 septembre 2025, J+6, après le début du règne de Sébastien Lecornu. Macron n'en a absolument plus rien à foutre de rien. Dans une semaine, il nomme Bob l'éponge Premier ministre, il n'a pas de patrouille à l'intérieur. Il a toujours dit qu'il voulait rentrer dans l'histoire. On n'avait juste pas compris que son histoire, elle est écrite par un enfant de 5 ans sous kétamine. Bref, la 5e République est en train de crever sous nos yeux et je suis contre l'acharnement thérapeutique. Donc, écoutez, on est là. Même si Macron ne veut pas, nous, on est là. Celle qui a dit oui. Celle qui a dit oui quand j'ai proposé « on va à la fête ?» Elle n'a pas attendu la fin de la phrase qui était « la fête de l'humain ». La camarade Juliette Arnaud est avec nous. Bonsoir. Ça va, Juliette? Très bien, très bien. Tu es contente d'être là? Je suis contente. Elle est ravie à ses côtés, celui qui pourrait être influenceur fête de l'humain, j'ai envie de dire. Dont il l'incarne, il la porte en lui, son parfum odeur de bière tiède cartonne au stand PC du Pas-de-Calais. Aymeric Lompré est avec nous. Le camarade Aymeric. Tu vas bien, Aymeric? Super, super. Enfin, t'es sûr? Ouais. Parce que t'es vraiment là depuis 3 jours. Je suis là depuis vendredi, ouais. Mais j'ai bossé, hein. Ouais, ça se voit à tes cernes. Hein, tu verras finalement. la chronique, j'ai bossé. Ouais. On a hâte. Et avec nous également, celui à qui on pense pas forcément quand on dit les mots fête et humanité. Celui qui est énervé d'être en colère, Pierre-Emmanuel Barré. Camarade Pierre-Emmanuel. Je crois que c'est la première fois que tu fais un lancement rigolo, Guillaume. Il est déjà désagréable, ça n'a même pas commencé depuis 2 minutes. Et nous rejoindrons pendant l'émission Thomas VDB, Mamari, Laëlia Véron. Allez, c'est parti pour une nouvelle émission. Alors je vous rappelle que cette année, nouvelle séquence cette année, on répond vraiment aux questions que vous nous envoyez sur l'adresse mail ladernière@radionova.com. Donc, vraie réponse à de vraies questions. Aymeric. Oui. Oui, oui. Et c'est Anthony qui nous écrit. Impec. Alors, il écrit « Bonjour à tous, devient-on de droite en vieillissant ?» Alors, très bonne question, Anthony. Oui. Alors, scientifiquement, on peut pas trop démontrer que le vieillissement ait un lien avec la droitisation. Hein, on n'a jamais vu un microscope, des petites cellules comme ça. Après, les jeunes, ils veulent plus bosser. Je veux bien une petite coupette, s'il vous plaît. Mais il est vrai que la vieillesse peut entraîner un enrichissement, donc une droitisation. Cependant, il est possible de lutter contre cet effet en n'ayant aucun enrichissement. Choisissez donc une carrière type prof, éducateur, AESH, et vous resterez certes pauvre, mais du bon côté. Il y a des gens qui se sentent concernés, j'ai l'impression. Allez, on enchaîne avec une question de Basile. Bonjour. Non, Ah non, pas d'accent, on a dit. D'accord. Pas d'accent. Non. Bonjour. Je voudrais savoir, c'est un tout petit accent. Oui, c'est un petit accent. Je voudrais savoir si je pouvais venir habiter dans le rire de Juliette. Et si oui, quelle est la hauteur sous plafond? mais qu'elle est jolie cette métaphore. Ah bah oui, Pierre, Basile n'envisage pas littéralement de venir habiter dans mon rire, enfin, j'espère. Basile est poète. Basile pratique l'art de mettre un terme concret, habiter dans un contexte abstrait, mon rire, et c'est tout à fait gracieux. Mais ça manque d'ampleur cette affaire, Basile, tant qu'on y est. Pétitionner pour faire entrer mon rire au patrimoine immatériel de l'humanité. Ou alors... Il y a du pour. Allez-y, lancez-la, cette pétition. Ou alors, si on en est à causer de mettre sous plafond et de loi Carrez, j'en profite. Je cherche une location à Paris pour ma chatte Kiki et moi. Alors je me disais, si tout le monde fait un petit Non, effort... allez, Juju. Non, on n'est pas sur seloger.com, hein. C'est pas Stéphane Plaza. Non, mauvais exemple. C'est pas l'abbé Pierre. Non, mauvais exemple. C'est pas Gérald Darmanin. Non, putain. Les gens qui veulent loger des gens, il y a un problème quand même, hein. Non. Allez, on enchaîne avec une question de Xavier. Hello la team. Non. Le succès énorme de l'année dernière a donné manifestement des idées aux comptables. Mais la première série de pubs est super longue. Oui, alors ça c'est vrai, je vais répondre, on a de plus en plus de pubs dans l'émission et ça c'est un vrai problème, mais ça les amis c'est de votre faute à vous. Vous écoutez beaucoup trop l'émission. Mais vous êtes chiants du coup les annonceurs, puis ils se disent on va placer de la pub. Il y a plein d'autres émissions super, regardez France Info par exemple, il y a 2 chroniqueurs de CNews qui débarquent, c'est vachement bien aussi. Non, soyez pas sectaires, non. Et puis en plus, deuxième problème, il y a beaucoup trop de gens naïfs qui nous écoutent. Les publicitaires, ils adorent les gens naïfs comme vous. Regardez la fête de l'humain. Il y a des gens qui pensent que Fabien Roussel est de gauche. Eh ben ouais, mais ça, c'est... Mais oui, mais c'est une aubaine.
pour les publicitaires. Alors arrêtez ça. Cessez. Très bien, merci Guillaume. On enchaîne avec une question de Léo. Bonjour. Eh ben, On l'imaginait bien comme ça, oui. il parle. Bonjour Léo. Oui. Ça fait quoi d'être salarié d'un grand patron de gauche alors qu'il paraît qu'ils sont tous de droite? Salutations. Léo, mon pauvre ami, un grand patron, Mathieu Pigasse, miskin. Mais les grands patrons, ils ne le connaissent même pas, Mathieu Pigasse. Il n'est pas milliardaire, il est millionnaire. C'est 1000 fois moins, il est tout nul. Bernard Arnault, il croit que c'est son employé. Vincent Bolloré, il fait pas la différence entre Émeric Lompré et Mathieu Pigasse. Non, faut vous rentrer ça dans la tête. Mathieu Pigasse, c'est un loser, sinon il travaillerait pas avec nous. Ouais, ça se tient. Merci Pierre. Laurent nous écrit. Bonjour. J'aimerais savoir pourquoi c'est Guillaume le chef. Ah voilà. Cordialement. Oui, c'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Alors, je sais ce que vous allez vous dire. Vous allez vous dire, bah oui, le charisme. Non. Si, vous allez vous dire ça. Alors vraiment, littéralement, personne se dit Je ça. pensais qu'il y avait quand même des gens qui se disaient ça. Non, personne. Bon, alors écoutez, non mais c'est pas grave. De toute façon, si vous pensez que vous n'avez pas la légitimité pour être chef, dites-vous que Sébastien Lecornu, il est chef. Il est chef du gouvernement, donc tout est possible. D'accord? Croyez en vos rêves. Et lisez un excellent livre qui s'appelle Le syndrome de l'imposteur, c'est dans la tête. C'est un livre d'Aurore Berger, préface de Raphaël Enthoven. C'est tout à fait formidable. Lisez-le. Allez, tout de suite, une question de Paul. Paul qui nous dit, est-il trop tard pour poser une question? Et ça, Paul, c'est une question absurde. Et donc, j'aurais dû laisser Émeric y répondre. Et ça aurait été si drôle. Parce que Émeric, il aurait dit, oui, c'est trop tard. Parce que les questions, c'est comme l'actualité. Ça n'attend pas. Sinon, autant manger les soufflets quand ils sont rendus en crêpes. Ou sinon, embrasser les gens morts, les gens quand ils sont morts. Qu'est-ce qu'on aurait ri. Tant pis, c'est gâché. C'est violent. Non. Allez, c'est dur à encaisser. On y va. Enchaînons avec la question de Kevin. Oui, Kevin se demande bonjour, ma fille de 7 ans pense que pour gouverner la France, Émeric Lompré serait une bonne option. Qu'en pensez-vous? Vous n'êtes pas exigeant. Alors je vais répondre à cette merveilleuse question, voilà, qui nous rappelle que la vérité sort toujours de la bouche des enfants. Ça et aussi non. Ça et aussi non. Et la nourriture là qui savent pas avaler correctement ces gros cracras de la vie là. Alors Kevin. Kevin. Oui, je suis la personne idéale pour gouverner la gauche, bien entendu. Et ma première mesure sera que le festival de musique dure toute l'année. Sauf les festivals de musique de jazz qui seront bien sûr annulés. Et nous vivrons donc dans un festival permanent avec des pauses le dimanche, bien entendu, pour écouter la dernière. Alors, je termine, si vous le voulez bien, avec une question de Maxime. Maxime qui nous dit un membre de ma famille m'a offert une Wonderbox Puy du Fou pour ma copine et moi. Pour rien au monde, je n'ai envie de dépenser un centime au profit de De Villiers-Land. Mais étant donné que l'on n'a rien à payer, est-ce la honte pour des gauchos de s'y rendre malgré tout? Non, Maxime. Non, Maxime, n'hésite pas. Le Puy du Fou, c'est vraiment super. Même si c'est du révisionnisme historique. Et au final, a-t-on vraiment le choix? En effet, il y a très peu de parcs d'attractions historiques de gauche. Et c'est pas par hasard. Ce serait pas une super sortie en famille. Alors ma chérie, on commence par quoi? La reconstitution des plus grandes ratonnades policières? Le son et lumière sur la torture en Algérie? Ou alors on fait classique, un petit tour du parc avec le petit train de Vichy qui livre les juifs aux nazis? Tchou-tchou! Pourquoi tu pleures? Merci Pierre-Emmanuel, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de nazis. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions, je rappelle l'adresse, ladernière@radionova.com. Nous sommes toujours à la fête de l'humain où on lutte contre les méchants capitalistes qui pourrissent la planète et on va continuer à le faire après une page de publicité. La dernière. Nova. Il est 18h16 et c'est l'heure de recevoir notre invité du jour pour un sujet léger, simple et funky aujourd'hui, puisqu'on va parler vente et trafic de matériel destiné à massacrer par paquet de mille. Le chargé plaidoyer armes d'Amnesty International, Émeric Héluin, est avec nous. Bienvenue Émeric. Merci. Merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation. Et merci également à tous ceux qui déclenchent des guerres à travers le monde, et à qui tu dois cette invitation aujourd'hui. Alors, sujet assez vaste, parce qu'évidemment il y a beaucoup d'actualités, et malheureusement, mais avant de commencer, avant de rentrer dans ce vif, dans ce sujet, on voulait en savoir un petit peu plus sur toi. Déjà, je t'ai présenté comme chargé de plaidoyer
à Amnesty International. C'est quoi exactement un chargé de plaidoyer? C'est une bonne question. Alors, J'ai que des bonnes questions, tu vois. on va passer une bonne soirée. Le chargé de plaidoyer, c'est celui qui va dans les couloirs du Parlement, du gouvernement, les affaires étrangères, par exemple, et qui vient porter les recommandations de notre mouvement auprès des cabinets, des ministres, auprès des hauts fonctionnaires. Et on est là pour tenter de changer la pratique des institutions françaises quand on va parler de violation des droits humains dans un pays étranger, par exemple. Donc c'est une sorte de lobbyiste, mais de l'intérêt général. Alors voilà, exactement. Alors, c'est pas du T'es lobbying. un gentil lobbyiste. Ouais, je suis un gentil lobbyiste. Mais c'est pas du lobbying du tout. quoi. C'est pas du lobbying En fait, le principe du plaidoyer, c'est de convaincre. C'est que l'autre en face de vous s'approprie vos idées et la fasse sienne. Alors que le lobbyiste... Il fait pareil, mais en méchant. Voilà. Je n'en dirai pas plus. Et quelle est ta formation? Est-ce que tu as une formation de juriste, d'humanitaire, de vendeur d'armes, possiblement? Repenti? J'ai été recalé, je crois, au vendeur d'armes. Non, j'ai une formation de juriste à la base. Donc j'ai fait mon droit sur l'île et je me suis spécialisé en droit du désarmement et de la maîtrise des armements. Donc il y avait déjà une petite accroche. Qu'est-ce qui te plaisait? Comment tu t'es retrouvé? Enfin, c'est pas anodin de choisir cette voie-là? Non, c'est pas anodin, mais en fait, je voulais travailler dans les relations internationales. J'ai vite compris que les concours, c'était pas pour moi. C'était compliqué. Pour être diplomate, c'était compliqué. Et en fait, attends, pourquoi c'était pas pour toi? Parce que le niveau était très 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 élevé. J'étais pas forcément un élève le plus brillant qui soit, si tu veux quoi. Il était nul. Non, je n'étais pas nul. Je me défendais. Et donc, en fait, dans ma formation, on a été enseigné sur l'écosystème des ONG, qui sont les ONG, les droits de l'homme, le droit international humanitaire. Et c'est là où ça a réveillé quelque chose chez moi et qui m'a donné envie ensuite d'aller vers Amnesty International. Et alors, on va justement parler de ça, de ce trafic international. La France est tout le temps citée comme étant un pays très très bien placé dans l'export d'armes. Est-ce que c'est toujours le cas? Et comment est la tendance? La tendance est bonne, malheureusement. Bonne pour les vendeurs. Comme tu t'en doutes, toujours bonne pour les vendeurs, mais jamais pour ceux qui subissent les armes. Alors, la France, pendant longtemps, a été, si tu veux, 4e, 5e exportateur d'armes. Elle était au pied du podium. Et puis est arrivé un homme, François Hollande. Et avec François Hollande, la France a commencé à regagner des parts de marché. Et petit à petit, elle a grimpé, elle est remontée sur le podium, elle est passée à la 3e place et ensuite à la 2e place. Ah cool. Donc aujourd'hui, on est au 2e rang derrière les États-Unis, qui reste quand même le premier fournisseur d'armes au monde. Et qu'est-ce qui conduit François Hollande à favoriser cette industrie? Est-ce qu'il y a un contexte international particulier où il se dit, bon, bah là, tout le monde se fout sur la gueule, autant en profiter? C'est une somme de choses. Alors, étonnamment, quand François Hollande arrive à la présidence, il avait répondu au questionnement des ONG en disant je serai un homme transparent, je ferai la lumière sur les ventes d'armes, etc. Ceci étant dit, quand on fait la transparence, on vend un peu moins, parce qu'on vend mieux, peut-être, sans chercher à vendre à des clients qui vont violer les droits humains. Et en fait, c'est tout le contraire ce qui s'est passé. Il a refermé la porte et il s'est passé quelque chose d'assez important dans l'histoire française. Et, en Égypte, il y a eu la répression qui s'est installée à partir de 2011, le printemps arabe. Et les Américains sortent du marché. Et là, il y a une opportunité. Les États-Unis n'étant plus le premier fournisseur d'armes à l'Égypte, fermant le robinet, les Français vont y aller et commencer à proposer ce qui, selon eux, se fait de mieux dans l'arsenal français. Mais comment on explique ça, qu'on soit bon, entre guillemets, là-dedans? Genre, on a des bons ingénieurs? C'est quoi, historiquement, qu'est-ce qui s'est passé? Historiquement, si tu veux, il faut remonter à l'histoire de la Ve République. C'est le général de Gaulle, c'est la recherche d'une indépendance vis-à-vis des États-Unis, mais aussi vis-à-vis du bloc, évidemment, de l'Est. C'est la recherche d'une souveraineté nationale qui nous appartienne, où on ne dépend pas d'acteurs étrangers en termes d'approvisionnement. Le général de Gaulle avait été assez surpris par la façon dont les Américains, pendant la Seconde Guerre mondiale, coupaient l'acheminement en munitions des forces françaises lorsqu'elles avançaient sur le front de l'Est. Donc il ne voulait absolument pas de ça, et donc il fallait qu'on soit indépendant. Et donc, on a mis en place une industrie française. Ça a pris des années, des décennies, mais très rapidement, finalement, au fil du temps, la France est devenue un des grands marchands d'armes, parce que nécessité faisant loi, il faut être indépendant et ne pas acheter aux États-Unis. On a tous ces débats F-35, par exemple, en tête.
F-35 Oui, pardon. Ouais, alors Non, là, mais c'est moi un je peu vois très technique. bien, on peut enchaîner. F-35, F-36. Ouais, oui, Non, mais non, ouais, je l'ai pas. Non, mais c'est le grand débat chez certains pays européens, par exemple, d'acheter le F-35 qui est américain. Ah, c'est un avion. C'est un avion, Oui, voilà, d'accord. qui est un avion Ok. de combat. Ah Pardon, oui, c'est un excuse-moi. Oui, pardon, Non, pardon. il vole. Désolé. Et en fait, quand l'avion est vendu, les clients n'ont pas la liberté de l'utiliser normalement. Ah oui, ça, on va en parler. Les parce que c'est États-Unis quelque chose- restreignent ouais, ouais. l'emploi. Donc les Français disent non, il vaut mieux acheter européen et notamment français, Ouais. parce que nous, on ne met pas ce type de barrière en place. Avant de parler spécifiquement des armes qu'on vend, On met pas beaucoup de barrières en place. Ouais, voilà, ouais. ça, c'est c'est Ça ça. coûte plaisir. combien un F-35 à peu près Sur le Mais- bon coin. Sur le bon coin, des millions. On n'a pas les moyens encore. Mais en porte-clés, 1 euro. Mais c'est assez dur, en préparant l'émission, je me suis rendu compte que c'était assez dur d'avoir les chiffres exacts. Ouais. Il n'y a pas du tout d'obligation de transparence de la part des États de divulguer quel Non. business ça génère, le chiffre d'affaires exact. Non, clairement, il y a un enjeu aujourd'hui d'opacité. Enjeu parce que nous, il faut qu'on aille au-delà de cette opacité. En France, par exemple, le principe, c'est l'État qui autorise les exportations d'armes. Ouais. Donc c'est lui qui est à la barre. Et pendant très longtemps, l'idée était d'éviter d'entretenir le débat public sur la façon dont on fournit des armes. Si on l'avait fait, on aurait peut-être été étonné dans les années 80 de voir que la France vendait des équipements militaires à l'Afrique du Sud, un pays qui pratiquait l'apartheid, et on a violé l'embargo sur les armes, notamment également à destination de l'Afrique du Sud. Mais donc il y a une recherche d'opacité et une volonté d'opacité en fait, pour éviter de poser des questions et que les parlementaires posent des questions, que la société civile pose des questions, parce que sinon on serait étonné, dans certains cas, de voir pourquoi telles armes arrivent en Égypte, en Arabie Saoudite, en Israël ou ailleurs. Mais comment ça peut être légal, ça? D'avoir une opacité? Comment c'est possible que ça soit légal? Alors, c'est Par la quel biais? Oui, alors si tu veux, c'est la pratique des institutions, le domaine réservé de l'État, qui fait que cette part de l'action de l'État, vendre des armes, appartient à l'exécutif. Bah oui, mais il y a un Parlement. Alors, il y a un Parlement qui, avec l'article 24, a l'obligation de contrôler l'action du gouvernement, et tu as aussi des engagements internationaux français, que la France a pris, d'être plus transparente. Mais en fait, la transparence, c'est une question de granularité. La France dit aujourd'hui, depuis 20 ans, je fournis un rapport, le ministère des Armées fournit un rapport annuel sur ce que l'on vend. Il n'est même pas obligé de faire ça. Mais il n'est pas obligé de Ouais. le faire. D'ailleurs, il y a des années où il ne l'a pas fait. Et après, encore une fois, c'est une question de granularité. Qu'est-ce que tu donnes comme information pour être transparent? Si c'est pour savoir, par exemple, le nombre de licences d'exportation, d'autorisation d'exportation, et ne pas dire ce qu'il y a derrière ces exportations, Oui. ce n'est pas une vraie transparence. C'est une transparence qui est limitée, quoi. Et pourtant, la France a signé le fameux TCA. Tu peux nous dire ce que c'est le TCA? Oui, alors la France fait partie des pays qui ont signé ce grand traité, le traité sur le commerce des armes. Les ONG, le traité sur le commerce des armes, à la base, c'est un traité qui a été conçu et voulu par la société civile. Ce sont les ONG qui l'ont porté, les ONG du Sud, les ONG du Nord, tout ensemble qui ont réfléchi sur la meilleure façon de réglementer le commerce des armes. Mieux réglementer le commerce des armes, c'est dire oui, vous avez le droit de faire le commerce des armes, les États ont le droit de se défendre, mais vous ne pouvez pas vendre n'importe comment. Donc ce traité sur le commerce des armes, il instaure une règle consistant à dire vous ne pouvez pas exporter dès lors qu'il y a un risque que vous auriez analysé de violation des droits humains ou du droit international militaire. On vous vend, mais attention, faites pas n'importe quoi avec ce qu'on vend. Exactement. Ça, c'est intéressant. Voilà. On va y revenir, on reste ensemble jusqu'à 20h. Merci beaucoup, Aymeric. On va écouter un petit peu de musique. C'est vrai que le sujet, il est costaud, mais il est passionnant et il est terrifiant en même temps. On va écouter de la musique. En plus, on est à la fête de l'humain, donc je me demande si c'est pas le moment d'écouter un petit Florent Pagny. Non. Ah. Mais qu'il est taquin, ce Guillaume, avec ses cheveux de droite. On va plutôt écouter Tikenja Fakoli avec son hymne « Plus rien ne m'étonne » qui contient les phrases suivantes. « Si tu m'aides à bombarder l'Irak, moi je t'arrange le Kurdistan. » Mais de qui et de quoi cette chanson peut-elle bien causer? La dernière. Tikenja Fakoli, vous êtes sur Radio Nova, la dernière. Juliette Arnaud, Aymeric Lompré, Pierre-Emmanuel Barré, notre invité. Aymeric est l'un d'Amnesty International en direct de la fête de l'humain. Et il nous a rejoint autour de la table. Lui aussi, il est dans son milieu naturel. Il a son portrait au stand du Parti communiste de la Jamaïque. C'est le man Thomas Vedebe. Bonjour, la fête de l'humain, ça va? Quelle joie
Quelle joie d'être ici. Quelle joie que ça ait pu avoir lieu, malgré les blocages. Franchement, c'est à se demander si les organisateurs du 10 septembre, ils sont pas débrouillés pour que les blocages n'aient pas lieu en même temps que la fête de l'UMA. En tout cas, si c'est pas voulu, gros coup de chance. Non mais moi, je stressais un peu cette semaine parce que j'ai un livre qui est sorti cette semaine. Il s'appelle Fiascorama. Pardon, je fais ma pub, mais j'ai pas les moyens de m'acheter une pub sur la grille de Nova. Donc je fais ma pub à l'intérieur de la chronique pour laquelle je suis payé. Ah ouais, rusé comme un chien. Comme un renard. Rusé comme un renard. Non, en plus, moi, ma compagne, elle est de gauche radicale. Et depuis des mois, elle me dit tiens-toi prêt, hein, parce qu'en septembre, c'est la fin du capitalisme. Parce qu'elle est de gauche radicale, mais elle est hyper optimiste aussi. Et dimanche dernier encore, elle me dit t'es prêt pour le 10 ? Tout va être bloqué, hein. Et je suis là, ouais, mais moi, mon livre sort le 11. Et donc, je suis un peu dégoûté. Mais en tout cas, je vois que tout le monde est là. Est-ce que toute la gauche, elle est là aujourd'hui ? Est-ce que les écolos, ils sont là ? Est-ce que les anticapitalistes, ils sont là ? Est-ce que Raphaël Antoven, il est là ? Ben non, mais il est de gauche, normalement, il devrait être là. Hein. Il est de gauche, Raphaël Antoven. Bah ouais. Ben non, parce que ce week-end, moi, en fait, j'étais à Nancy sur un festival du livre où il était annoncé, Raphaël Antoven. Et je vous dis, j'avais un peu peur de le croiser. Parce qu'en tout cas, si je l'avais vu, je pense pas que je serais allé lui parler, mais je pense que je l'aurais observé de loin. Vraiment, je pense que j'aurais passé beaucoup de temps. Parce que j'ai un truc bizarre avec Raphaël Antoven. Moi, je vais souvent sur son compte Twitter, je déroule ses tweets et je les observe. C'est un péché mignon. C'est mon péché mignon. Voilà. Non, parce que je sais pas si vous êtes déjà allé sur le compte Twitter de Raphaël Antoven, mais quand on arrive, il y a une citation écrite. Il y a écrit comme ça: le plus souvent, c'est le sentiment d'être trompé qui est trompeur. Et vraiment, t'as l'impression qu'il te la susurre à l'oreille, la phrase, quand tu la lis. Et j'ai vu qu'en fait, elle n'est pas de lui, elle est de Nietzsche, la phrase. Sauf qu'il ne précise pas qu'elle est de Nietzsche. Donc on croit que c'est une citation de lui. Comme il est philosophe lui-même, il s'est dit, bah attends, si les gens ne savent pas que la citation elle est de Nietzsche, bah j'ai rien à perdre à ce qu'ils pensent qu'elle est de moi. Il dit, bah laissons planer le doute. Alors que le doute, habituellement, c'est pas trop son truc à Raphaël Antoven. Ça, c'est sûr. Ça, je pense que si on peut résumer sa philosophie en une phrase, c'est « Je pense, donc je suis sûr que tu as tort ». Ouais, c'est vrai. Mais non, mais c'est vrai. Dans un monde où on comprend plus rien, ça fait du bien de voir quelqu'un qui est toujours hyper sûr de tout ce qu'il dit tout le temps. Ça rassure. Il a extrêmement confiance en tout ce qui sort de sa bouche. C'est vrai, parce que je pense qu'il a sûrement pas beaucoup de tatoueurs dans ses contacts, Raphaël Antoven. Mais s'il pouvait, je pense qu'il se ferait tatouer des guillemets de chaque côté de sa bouche. Tellement il est sûr de tout ce qui sort. Ça tient relativement bien, quoi. C'est vrai. Mais... Non mais c'est sûr que si un philosophe il est payé à douter, Raphaël Antoven il doit pas très bien gagner sa vie, ça c'est sûr. Par contre c'est vrai que si un philosophe il est payé au nombre de théories qu'il arrive à échafauder selon lesquelles tous les malheurs du monde sont reliables à Jean-Luc Mélenchon, Raphaël Antoven est richissime. Ouais, attends. Après franchement il écrit bien Raphaël Antoven, pas de problème. C'est sûr, son dernier livre Albatros, c'est sur sa mère. J'ai pas lu, mais j'ai lu des bouts. Et franchement, non mais c'est hyper beau. Il y a un passage que j'adore, je vous dis, cette femme extraordinaire, au taux de cruauté, infiniment plus faible que le QI de Sébastien Delogu. Ouais, il y a toujours ces petites obsessions. Il a du mal à se retenir. Mais en même temps, ça a chauffé récemment pour lui, parce que vous avez entendu, Raphaël Antoven, il a tweeté un truc chaud sur Gaza. Il a dit, il n'y a aucun journaliste à Gaza, que des tueurs ou des preneurs d'otages avec une carte de presse. Et c'est pas très bien passé. Ah, c'est pas très bien passé. Mais ouais. Ben ouais, mais attends, parce que comme il était programmé dans un autre festival du livre à Besançon, la maire de Besançon, elle a vu ça, elle a dit, si c'est ça, je le déprogramme du salon du livre. C'est radical, mais c'est comme ça. Et du coup, du coup, moi là, qui était programmé en même temps que Antoven au festival du livre de Nancy, parce que je vous ai dit que sortait un livre, ouais. Et moi qui suis plutôt, si tu veux, islamo, bobo, trans-Palestine, parce que c'est vrai que c'est obligé quand on est dans l'émission. Je me dis, est-ce qu'il faut pas que j'annule ma venue au festival de Nancy ? Sauf que la maire de Besançon, à ce moment-là, elle apprend qu'il y a plein d'auteurs hyper connus qui décident d'annuler leur venue au festival de Besançon à cause du boycott de Antoven. Il y a Fuenquinos, Emmanuel Carrère. Donc elle a dit, ah ouais, tu sais quoi, Raphaël Antoven ? Eh ben dans ce cas-là, je le reprogramme, mon pote. Ouais, c'est radical, mais c'est comme ça. Donc moi, là, je vois ça. Attends. Moi, je vois ça, je dis, j'annule pas Nancy.
J'ai dit, attends, j'annule l'annulation, mon pote. Parce que j'avais une option TGV à confirmer avant le lendemain après-midi. Et c'était bizarre si j'appelais Nancy en disant c'est Antoven ou moi, vous allez jusqu'à demain 17h12 pour vous décider. Non, puis si je les appelais pour dire c'est Antoven vient, moi je viens pas, le risque était qu'ils disent non, mais tu fais ta vie, Thomas, y a pas de problème. En plus, finalement, Antoven, vous avez vu, il a fait son mea culpa. Il a dit non, mais j'aurais jamais dû dire qu'il n'y avait aucun journaliste à Gaza. Bon, et on sent que dans sa tête, il concède qu'il y en a peut-être un. Voilà. Ou deux max, éventuellement. Mais on est quand même à deux doigts que la maire de Besançon et lui, s'ils se croisent au festival, ils se prennent dans les bras et ils se disent non, pardon, j'ai merdé. Claude dit non, c'est moi, franchement. C'est une sorte de solution à deux États. Hein, en France, comptez, d'accord, mais c'est un début quand même. Voilà. Merci à tous. Salut. Thomas Vénévé. Merci Thomas. Tu m'étonnes. Et alors, tu sors un livre. J'ai appris ça en écoutant la chronique. C'est Fiascorama. Fiascorama, qui revient sur les plus gros fiascos de ta carrière. Ah, il y en a beaucoup. Heureusement que le Parti Socialiste n'a pas eu la même idée que toi, sinon il n'y aurait plus d'armes sur la planète. Merci Thomas. On est toujours avec notre invité, Aymeric Elluin, spécialiste des armes et du business des armes chez Amnesty International. On va parler texte, finalement, puisqu'on parlait juste avant du traité sur le commerce des armes. Et tu nous disais que ce traité comportait des obligations pour les États, et j'ai appris ça en préparant l'émission. Ouais. C'est-à-dire que tu vends des armes à un État en lui disant « Je te vends des armes, mais attention, tu t'en sers correctement ». Est-ce que j'ai bien résumé ? Oui. Est-ce que non, mais c'est pas aussi simple que ça. Ah, vas-y, est-ce que tu peux nous expliquer alors ? Le principe, c'est que il existe aujourd'hui 200 ou 300 textes relatifs aux droits humains, enfin aux droits de l'homme, aux droits internationaux militaires, et ces textes impose des obligations en matière de respect et de ce qu'on peut faire ou pas faire, notamment vis-à-vis des populations civiles, par exemple, dans un contexte de conflit armé. Donc le traité vient poser cette obligation que les États doivent s'efforcer d'analyser une situation de façon aussi juste que possible, de façon aussi objective que possible, pour éviter d'exporter des armes à un pays dont on sait qu'il va probablement utiliser ces équipements pour commettre des crimes de guerre qui sont des crimes internationaux et qui peut te rendre passible, par exemple, en tant qu'individu, de poursuites devant la Cour pénale internationale. Mais est-ce que c'est pas potentiellement tous les pays qui sont susceptibles de faire ça ? Non, parce que Dieu merci, tous les pays ne commettent pas des crimes de guerre. J'en ai un certain nombre en tête. Bon, c'est des petits acheteurs, mais ils ne commettent pas tous des crimes de guerre. C'est tout ce que je veux dire, peut-être aussi. Mais non, donc l'idée, à l'heure d'aujourd'hui, dans des situations que l'on connaît, comme par exemple le Soudan, Israël, par exemple, c'est de faire en sorte que les armes n'arrivent pas entre les mains de ceux dont on sait qu'ils vont les utiliser à mauvais escient. Donc c'est un peu par anticipation ? Exactement, c'est une analyse de risque, c'est la prévention. Tu préviens le risque. Tu fais tout pour faire en sorte que les armes ne seront pas achetées par quelqu'un dont tu sais qu'il n'a pas la formation, son armée par exemple n'a pas la formation nécessaire pour utiliser tel équipement. Si je prends un exemple, par exemple l'Arabie Saoudite, on a vendu les armes à l'Arabie Saoudite qui a ensuite bombardé des populations civiles au Yémen, c'est-à-dire que la France aurait pu anticiper le fait qu'ils allaient faire ça. Mais clairement, pourquoi ? Parce que les Saoudiens, c'est leur premier conflit, et on voit le désastre. Quand ils s'engagent au Yémen à partir de 2015, les humanitaires, au bout de quelques mois, n'en peuvent plus. Leurs hôpitaux de campagne sont bombardés. Tu as sur les hôpitaux de campagne des croix rouges qui sont indiquées, les coordonnées GPS qui sont indiquées toutes les heures, 2 heures, 3 heures à l'aviation saoudienne. Et pourtant, les hôpitaux se font bombarder et il y a des morts civiles parmi les blessés, parmi le staff, et c'est une catastrophe. Mais donc, vous l'expliquez, par exemple, les bombardements d'hôpitaux, vous le mettez sur le compte de « ils savent pas utiliser les armes ». Pourquoi ça serait pas délibéré ? Alors c'est délibéré. Il y a un moment où on se dit il y a un moment où on se dit bon, il peut y avoir de la négligence, de l'imprudence, une frappe, deux frappes. Mais quand tu en es à la 5e, 6e, 10e, 20e frappe, tu en viens à la conclusion qu'il y a une tactique délibérée. Mais tous les États, encore une fois, n'ont pas pour tactique délibérée de viser spécifiquement des hôpitaux, des écoles, que ce soit au Yémen ou en Israël. Donc c'est parce qu'il y a un moment ou un autre, tu as une volonté politique d'agir de cette façon et de choisir tes cibles. Et où est-ce que ça commence un crime de guerre ? Ça commence dès que tu as tué une personne civile, dans le cas d'un conflit armé, quelqu'un qui n'est pas combattant. Donc ça peut commencer très tôt. En fait, le principe du droit des conflits armés, vas-y. Non, mais alors, à ce moment-là, c'est n'importe quelle guerre. Il n'y a pas littéralement pas de guerre. Enfin, je pense aux guerres qu'a menées la France, par exemple. Il n'y a pas de guerre qui ne touche pas de civils. Il n'y a pas de guerre sans crime de guerre.
Alors, il peut y avoir des guerres sans crime de guerre, mais il peut y avoir des guerres où tu peux avoir 1, 2, 3 crimes de guerre, mais où les États vont éviter, parce qu'ils s'entraînent, ils se forment à ne pas viser des écoles, des hôpitaux, des cimetières, des raffineries. Mais pendant la Seconde Guerre mondiale, on sait très bien que... justement... Par exemple, quand c'était les avions américains, on sait très bien que ça bombardait des écoles françaises, par exemple. Justement, après la Seconde Guerre mondiale, le droit international humanitaire s'est renforcé, notamment pour éviter à nouveau ce type de situation où on prend à partie délibérément des cibles civiles pour gagner une guerre. Mais le droit est clair. Ouais. Tu ne peux pas mener une guerre en visant délibérément des civils et des infrastructures civiles. Tout ce qui est non combattant n'a pas à être visé. Ou alors, tu réponds d'un tribunal pénal international en tant qu'individu. Ou alors, tu dois prouver que ce n'était pas fait exprès. Ouais. Ou alors, tu dois prouver qu'effectivement, tu as commis une erreur en rentrant les données GPS. Oui, tu n'avais pas embauché Tom Cruise et ça a merdé. Mais quand ça arrive 50 fois, 60 fois, quand, par exemple, dans la bande de Gaza, tous les hôpitaux sont rasés, les écoles sont rasées, les cimetières sont rasés, les terres agricoles sont rasées, il y a un moment, tu te dis, l'imprudence, elle n'est plus là, quoi. Et donc, il y a un schéma qui se répète, quoi. Et je finis là. L'idée, c'est que les États sachent analyser comment les États à qui ils vendent des armes sont capables de les utiliser correctement ou non. Ok, très bien. Merci pour toutes ces précisions, Aymeric. On va y revenir. Tu es avec nous jusqu'à 20h. On a plein de questions à te poser sur ce business assez dégueulasse. Mais il ne faut pas oublier les autres business dégueulasses à qui nous laissons une place dans cette émission, puisque c'est la publicité. Radio Nova, le grand mix. Vous êtes toujours sur Radio Nova, la dernière. Juliette Arnaud, Aymeric Lompré, Pierre-Emmanuel Barré et notre invité Aymeric Elluin, chargé de plaidoyer armes à Amnesty International. Et Thomas VDB qui nous rejoint en courant. On parle missiles, on parle bombardement, mort de civils, enfants déchiquetés. Mais c'est rien du tout par rapport à ce qui suit, parce que vous le savez, la France va mal, c'est la panique. La France a peur. Arrêtez! Personne n'a craqué! Oui, moi je voulais vous parler d'une chose extrêmement grave, une maladie qu'on appelle le gauchisme. La maladie infantile du communisme. Et oui, on est à la fête de l'UMA, je peux citer du Lénine, c'est vraiment le seul endroit où je peux faire ça. Et le gauchisme gagne même les plateaux des médias Bolloré en la personne de Sarah Salman. Alors, on va faire un petit topo là-dessus, parce que tout le monde ne voit pas qui c'est. C'est une avocate. Comment dire, en gros, c'est Ali McBeal, mais version Margaret Thatcher quand même. Hein. Voilà. Sarah Salman, il y a encore quelques temps, c'était ça. On n'est pas riche avec 7 000 € par mois. Pour moi, quelqu'un de riche, c'est Monsieur Arnaud, Monsieur Pinault. Alors, on va dire que c'est des super riches. Pour moi, on n'est pas riche quand on est dans 60 mètres carrés dans le 16e arrondissement. On est riche quand on a peut-être 200 ou 300 mètres carrés. Là, oui. Ah, je vous avais pas menti, hein. Voilà, je vous avais pas menti. Ah, les smicards! Regardez, quand ils sont jaloux. Non, on n'est pas riche à 7 000 boules par mois. J'en parlais sur le stand du Parti communiste de Neuilly. Et les camarades me disaient, enfin le camarade, puisque Charles-Henri Khrouchtchev était tout seul, il me disait c'est la galère chez nous aussi. Bref, Sarah Salman, avant, c'était ça. Moi, je savais déjà qu'on était dans une France d'assistés. Maintenant, je vois que nous sommes dans une France de fragiles. Donc, bon, il se trouve que je suis jamais malade. Donc, en fait, on est malade parce qu'on on est malade parce qu'on veut glander chez soi et avoir la paye qui tombe. Voilà pourquoi on est malade. Parce qu'un rhume, une angine, et on va pas bosser. Mais c'est quoi ces gens qui foutent rien? C'est quoi ces glandus, ces assistés, ces feignasses? Voilà, bon, rien de très choquant, hein, de la sociologie un petit peu rapide, mais je dirais classique. Mais Sarah Salman, elle a fait un truc un peu particulier. Elle a fait un film avec François Ruffin. Alors attendez, parce que je sais qu'ici, François Ruffin, c'est un mélange de Voldemort et de Pierre Gattaz, qui d'ailleurs sont probablement les mêmes personnes, mais c'est pas le sujet. Mais n'empêche que François Ruffin, il a fait bosser dans des vrais métiers, se lever à 5h du mat, avoir mal au dos, etc., etc. Et après, Sarah Salman, elle est revenue sur les plateaux de CNews. Et c'est là où ça devient intéressant. J'ai compris que les gens, ça ne leur fait pas plaisir de vivre des allocs et qu'ils voudraient au contraire c'est pas vrai leur travail. En fait, c'est pas vrai ce que... Et qu'est-ce que vous en savez? Moi, je vous parle... Non, je vous dis... Ça ne leur fait pas plaisir de vivre des allocs. Je vous dis si, certains. Mais moi, je vous dis non. Vous n'en savez rien. Et vous non plus. Vous n'en savez rien et vous non plus. Ça pourrait être la devise de CNews. C'est la ligne éditoriale de CNews. Vous n'en savez rien, vous non plus. Mais ouais, sauf que Sarah, voilà, elle a bossé. Elle a bossé une demi-journée, mais elle a bossé quand même. Vous n'êtes pas sorti du plateau. Mais Moi, je suis allé à l'usine. Moi, j'ai travaillé. Sarah, j'y suis. Pardonnez-moi, on est confronté précisément. Je vais pas vous raconter ma vie, mais je suis confronté précisément sur le monde de l'usine. Je suis confronté précisément sur le monde de l'usine.
Quand c'est Pascal Praud qui vous dit ça les yeux dans les yeux, c'est quand même du bonheur. Mais c'est vrai, ceci dit, il a raison, puisque la femme de ménage de Pascal a un beau-frère qui bosse chez Michelin, donc il est en quelque sorte cas contact du monde de l'usine, on pourrait dire. Et oui, donc il connecte quand même assez bien. Et Sarah Salman, qui est avocate, ne va pas le lâcher. Aller travailler à l'usine, c'est quelque chose de pénible et il y a des gens qui souffrent de leurs conditions de travail. Mais c'est pas vrai ce que vous dites. Allez travailler à l'usine, vous verrez. Les gens, comment dire, ils souffrent. Non, chère madame, ils sont très fiers. Ce que vous dites, c'est horrible. C'est horrible. Elle est à 2 doigts d'être excommuniée des plateaux Bolloré. Et elle nous met tous en danger. Parce que si elle se fait virer, on va être obligé de la défendre au nom des droits des travailleuses et des travailleurs. C'est très, très grave. Alors, heureusement, depuis, elle a dû passer en comité de redressement, puisqu'elle est revenue à l'antenne et... Un migrant, quand il arrive, parfois, il doit rembourser un passeur. Et pour ce faire, qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, il se livre au trafic de stupéfiants parce que ça rapporte beaucoup d'argent. Ça veut dire que plus vous avez d'immigration, plus vous avez du trafic de stupéfiants. Ouf, ça va mieux. Elle est revenue en pleine forme. Bourgeoise, xénophobe, classiste, méprisante et soutient la politique de l'État d'Israël. Le quintet plus dans l'ordre, la fiche de poste du chroniqueur Bolloré. Il y a encore du boulot et je vous rappelle que là où il y a une volonté, il y a encore un chemin. Et hop, une deuxième petite citation de Lénine pour terminer. Bonne lutte finale à toutes et à tous. Merci. Merci beaucoup, Guillaume, pour la désinformation. Merci, Sarah Salman. Nous sommes donc avec Aymeric Elluin d'Amnesty International. Et là, moi, je vais te poser une question qui a rapport à l'information. La France vend des armes à Israël. Combien ? Quelles armes ? Et est-ce que ce chiffre ne serait pas en constante augmentation depuis quelques années ? Alors, concernant Israël, aujourd'hui, on ne connaît que très peu de choses sur ce qu'on exporte réellement et concrètement. Alors, il y a ce que fait le gouvernement aujourd'hui, c'est de dire on ne vend pas d'armes. Donc, tout le monde dit, du coup, tout le monde va comprendre, on ne vend pas d'avions, on ne vend pas de chars de combat, on ne vend pas de missiles. En fait, le commerce des armes aujourd'hui, c'est pas seulement des systèmes d'armes complets, c'est-à-dire des avions, ce que je viens de citer. Des F-35. Ouais, exactement, des F-35. Bien joué, Aymeric. Bien joué. C'est pas mon préféré. Ou des navires de combat. C'est aussi des composants. Et des composants qui sont essentiels au fonctionnement des armes. Donc aujourd'hui, certes, la France ne vend pas de bombes ou de chars de combat à Israël, parce qu'Israël produit ses propres équipements. Mais la France vend des composants qui permettent à des drones de voler, par exemple. Elle vend des composants qui permettent d'assembler des bandes de munitions. La France vend également des tubes d'acier qui permettent d'usiner des tubes de canons. Donc, et ça, est-ce que ça rentre dans le cadre du traité sur le commerce des armes dont on parlait, ou il y a un vide juridique ? Non, une partie de ces équipements rentre dans le traité sur le commerce des armes. Par extension, pourquoi ? Parce qu'en fait, le traité sur le commerce des armes, il dit vous devez contrôler 8 catégories d'armes. Mais chaque État est invité à contrôler le plus grand nombre possible d'armes. Donc c'est une norme plancher. Et la France, en tout état de cause, contrôle aujourd'hui à l'exportation 22 catégories d'équipements militaires. Donc c'est très varié, on le voit. Ça va du missile en passant par la mitraillette, l'avion de combat, les matériels de forge pour usiner des pièces, des composants électriques pour aider des caméras à être précises, ce genre de choses. Donc on peut dire que la France ne respecte pas le traité qu'elle a signé. Alors nous aujourd'hui, clairement sur le traité sur le commerce des armes, on peut considérer que la France ne respecte pas ses engagements internationaux, et même on peut aller plus loin en disant qu'aujourd'hui il y a un risque que la France contribue au génocide qui est commis sur place. Parce que, rappelons-le, c'est un génocide. Un génocide est commis à Gaza. Et juste pour répondre à ta question... Donc, ce que l'on sait, c'est que l'année dernière, la France a livré 16 millions d'euros d'équipement. Et l'année précédente, pour une trentaine de millions. Et les prises de commandes ont augmenté en 2024 par rapport à 2023. Donc, dans le temps du conflit, dans le temps du génocide, les prises de commandes augmentent à destination d'Israël. Ce qui laisse assez pantois, en fait, quand l'on connaît la réalité de la situation sur place. Récemment, les Nations Unies, encore ce matin, disaient Gaza est en train d'être effacé. Est-ce que vous avez, Amnesty International ou une autre ONG, est-ce que vous avez ce qu'on appelle un smoking gun, c'est-à-dire la preuve factuelle qui pourrait faire que la France serait montrée du doigt par un certain nombre d'autres pays, par exemple, en disant qu'elle participe littéralement au génocide? Alors,
c'est plus compliqué d'un point de vue juridique d'aller jusque-là, parce qu'on n'a pas aujourd'hui une vue suffisamment précise des équipements militaires français ou composants assemblés dans les armées israéliennes qui sont engagés à Gaza ou en Cisjordanie. On ne les connaît pas précisément. Parce qu'il y a du secret défense. Parce qu'il y a du secret défense. Ouais. Aujourd'hui, personne n'est capable de dire si les drones qui survolent Gaza comportent effectivement les composants français. Mais le principe du droit international, c'est de mettre en place un principe de précaution et de prévenir que le risque se réalise. Et entre nous soit dit, Gaza, 2023 à maintenant, avant, il y a eu 4 opérations militaires. 2008, 2009, 2012, 2014, 2021, 2022. Et à chaque fois, il y a eu des crimes de guerre commis. Donc les schémas, on les connaît. On sait comment les Israéliens mènent la guerre dans les territoires occupés, enfin dans le territoire occupé. Donc aujourd'hui, on n'a pas le smoking gun parce qu'il y a un manque de transparence déjà à la base. On ne sait pas précisément mois après mois ce qui part en Israël. Et malheureusement, on va le découvrir après coup. Par exemple, oui, quand il est trop tard. Ouais. Quand il est trop tard. Ouais. Et trop tard, on découvre que telle bombe produite par un grand missilier européen et sa filiale américaine est équipée, équipe une bombe américaine qui a été utilisée largement à Gaza. Quoi. Merci Aymeric, c'est passionnant et flippant en même temps. On va, bien sûr, on a encore plein de questions à te poser. Hein. Évidemment, bien sûr qu'on va rester sur la thématique. Mais avant cela, on a beaucoup parlé de ton engagement, mais on n'a pas parlé de toi précisément dans le fond. Et c'est un autre Aymeric qui va s'y coller. Voilà donc ce que vous ne savez pas sur l'invité et que même l'invité ne sait pas sur lui-même. Breaking news. On vient de l'apprendre à l'instant. Restez avec nous. Oh my fucking god! By Aymeric Lomprey. Waouh, ça claque. Ouais. Alors, Aymeric Luin, bonjour. Il est là depuis 1 heure, mais c'est bien d'être poli. Mais je viens de me réveiller. Alors, déjà, quel beau prénom. Quel beau prénom, Aymeric. Prénom qui symbolise force, vigueur, détermination, drogue et lâcheté. Alors, Aymeric, depuis tout à l'heure, on parle de vous, de vos activités, je pourrais tout écouter, mais il y a quelque chose dont on n'a pas parlé, c'est que vous êtes écrivain, c'est ça, vous avez écrit un livre, et il y a un livre également que vous avez sorti en 2019. Intitulé Joie et bonheur autour du Molki. Alors. Ça, on ne savait pas, c'est vrai. Ouais. Non. Ils s'en vendent pas de ça. Alors, personne n'a entendu vraiment parler. C'est un livre qui s'est vendu très très peu. Hein, voilà. Seulement 34 exemplaires ont été vendus dans l'unique et seule région du Cap Ferré. Voilà. D'ailleurs, on embrasse le stand du Cap Ferré de la fête de l'UMA. Huîtres et évasion fiscale, n'hésitez pas. Alors, il n'y a pas de stand de Cap Ferré. Alors j'ai lu ce livre, hein. Je l'ai lu, Aymeric, bravo, quelle écriture. Alors au début vous expliquez, vous expliquez les règles, hein, pour ceux qui ne connaissent pas le Molki, voilà, c'est un jeu composé de... Je l'ai écrit ce matin. Oui, ça se sent pas du tout. Hein. J'ai envie d'arrêter déjà. Alors, donc voilà, donc c'est un jeu qui se compose de 12 skis, voilà, je vais pas répéter, hein, oui, voilà, tout le monde connaît, on est tous déjà allés en vacances chez quelqu'un de chiant qui après avoir joué au Molki dit et si on cassait la croûte? Allez, va te faire enculer. Alors, et ensuite... J'ai plus envie de la faire, cette séquence. Mais on a envie, le peuple la réclame, cette séquence. Non, alors... Ensuite, et c'est là que votre livre essaye d'être intéressant et captivant, puisque vous nous faites remarquer que le Molki est tout simplement une métaphore de la vie. Alors, on vous écoute. Non mais je vais vous citer. Hein. Je vais vous citer à la page 13. Vous dites « Nous étions avec des amis, Gontran, Ludivine, Marie, Caroline, Jean, Édouard, Jean-Édouard, Jean-Édouard. Et nous nous amusiâmes comme jamais car nous fûmes à égalité pour la première fois des vacances comme un groupe se formant au contraire de nos différences. » Wow. Également à la page 13, j'ai lu qu'une page. Hein. Alors, vous dites... C'est ma séquence préférée, je crois. C'est la première fois que je m'endors pendant ma chronique. Bon. Vous dites également, donc, alors là c'est vrai que c'est là où j'ai les larmes aux yeux. C'est qui tomber d'une même unité comme une amitié qui ne résisterait jamais à la force du puissant. Alors, on remarque deux choses que déjà on ne comprend que dalle
Et surtout, une question nous vient, pourquoi tout simplement ne pas jouer à la pétanque comme tout le monde? Quel démago. Non, mais je rigole, je vais pas vous prendre en otage, Aymeric, devant des gens hostiles au Molki et à la bière bio. Mais sachez que Aymeric Eluin dédicacera son livre à la fin de l'émission. Merci beaucoup, Aymeric Lomprey, pour cette belle enquête. Très très bien renseigné. Enquêteur de pointe. Tu devrais bosser à la DGSI. Si DGSI voulait dire drogue de gauche et substance illicite. Allez, à propos de drogue, on va écouter un petit peu de musique, puisque ici, qui est l'ennemi? C'est Babylone, bien évidemment, vous le savez. C'est donc parti pour une reprise par Enrico Macias, dis donc, qui nous chante Rastafari, Jah. Non. Bon. Si. J'aurais tenté jusqu'au bout. Non, on va plutôt coller à la playlist de Nova avec un titre qui s'appelle Suzanne, mais c'est pas celui de Leonard Cohen, ce que je trouve très dommage. Un titre signé par Mark Ronson et la chanteuse britannique Ray, et c'est quand même plus joli, et surtout ça existe vraiment, et ça date de cette année. Vous êtes toujours sur Radio Nova, la dernière. Juliette Arnaud, Aymeric Lomprey, Pierre-Emmanuel Barré, notre invité, Aymeric Eluin d'Amnesty International. On est en direct de la fête de l'UMA. Vous êtes là, la fête de l'UMA? C'est bien ce qui me semblait. Et elle est de retour avec nous, notre linguiste, stylisticienne, révolutionnaire, crypto-marxiste, Laëlia Véron. Salut les amis. Contente de vous retrouver. Bon, puisqu'on est à la fête de l'UMA, j'aimerais revenir sur ce nom, fête de l'humanité, et sur son sens politique. Parce que les fêtes, ça peut être très politique. Pour la fête de l'humanité, c'est clair, hein, l'historien Alexia Blin l'a rappelé dans un livre qui va paraître au PUF, À l'assaut de l'abondance. Dès que la fête de l'UMA est lancée en 1930, les dirigeants du PCF veulent allier réjouissance et militantisme. On fait la fête, d'accord, mais attention, pas n'importe comment. À l'époque, c'est dit que la fête de l'UMA doit demeurer un espace de frugalité et de contrôle de soi. Ah. Ouais, c'est un petit peu changé, hein. Ça va, Aymeric? C'est bien passé ces derniers jours? Frugalité. Bon, ouais, c'est ça, mais ça reste un espace de débat, d'échange politique. Et puis aussi cet aspect politique des fêtes, actuellement on le voit bien de l'autre côté, hein, avec les initiatives menées par les personnalités de droite et d'extrême droite dans le domaine de la culture. Il y a De Villiers, bien sûr, avec le parc d'attractions du Puy du Fou, qui a été accusé, bon, entre autres, hein, de représenter de manière négative la Révolution française. Il y a aussi le milliardaire Sterrin, très engagé à l'extrême droite, et dont l'implication dans le label Les plus belles fêtes de France a été révélée par le journal L'Humanité. Alors, le Puy du Fou, les plus belles fêtes de France, l'Humanité, ça peut être intéressant d'analyser ces noms et ce qu'ils révèlent. Déjà, bien sûr, on a une opposition de cadre, le cadre national avec les plus belles fêtes de France, mais d'une nation qui se décline en plusieurs traditions locales. Le cadre local aussi pour le Puy du Fou. Alors, si je prends le descriptif officiel sur le site du Puy, le nom de la fête viendrait, je cite, de la forêt centenaire composée de hêtres aux propriétés magiques dans les croyances ésotériques et gauloises de l'Antiquité. Voilà, centenaire, gaulois, antiquité. On se définit politiquement par le passé, par le lien avec une tradition souvent fantasmée, souvent réécrite, mais qu'on veut conserver à tout prix. Et l'humanité alors? D'où ça vient ce nom? Bon, bien sûr du journal. Et Jean Jaurès va expliquer le titre dans son premier éditorial le 18 avril 1904, éditorial qui s'appelle « Notre but ». Il y a deux buts en réalité et deux sens au mot « humanité ». Le nom l'humanité, ça va exprimer d'abord une ambition internationale. C'est le contraire du local ou du national. Jaurès va opposer l'humanité à l'antagonisme de classe d'une part, mais aussi et surtout à l'antagonisme des nations, toujours en guerre ou susceptibles d'être en guerre. Et pour ça, il veut organiser un socialisme international selon lequel ce sont les travailleurs de tous les pays qui vont incarner les intérêts de l'humanité tout entière. Mais Jaurès a aussi... Ça marche à la fête de l'UMA quand on cite Jaurès, hein, je le savais. Mais Jaurès a aussi une ambition morale. Dans son éditorial, il écrit une phrase qui peut paraître étrange. Je cite « L'humanité n'existe point encore ou elle existe à peine ». Logiquement, l'humanité, elle existe, hein, c'est l'ensemble des êtres humains. Mais Jaurès entend ici l'humanité comme qualité. Il déclare qu'il faut réaliser l'humanité. Et là, d'ailleurs, on est vers l'avenir et plus vers le passé. Il faut réaliser ce qu'il y a d'humain dans l'humain, développer ce qui fait qu'on est humain et non pas juste une chose ou juste un corps animal parmi d'autres. Et on voit bien ce sens-là d'humanité, d'humain dans le langage courant. Si je parle d'un traitement inhumain, c'est pas pour dire un traitement fait par un extraterrestre ou par un animal, mais un traitement où celui qui agit, même s'il est biologiquement humain,
ne se comporte pas comme quelqu'un qui a des qualités humaines, qui est inhumain, qui est monstrueux, et d'ailleurs va aussi considérer l'autre comme un non-humain, comme un animal, comme un nuisible. Et on le voit très bien dans le vocabulaire, encore une fois, dans les guerres. Bon, ça ne s'est pas très bien terminé pour Jaurès, assassiné en 14 parce que cette dette-là, on ne rigole pas avec le respect du cadre national, mais on peut croire avec lui qu'il faut aller, je le cite, vers un grand but d'humanité par des moyens d'humanité. Bonne fin de fête de l'humain et soutenez le journal qui est en train de partir en lutte contre ce terrain, ça ne va pas être que festif. Merci Laëlia Véron. Merci beaucoup à toi. Je signale que tu as enfin publié ta thèse aux éditions Garnier, Le mot fatal, langage, pouvoir et traits d'esprit dans la comédie humaine de Balzac. Et tu présenteras donc cet ouvrage avec l'écrivain Tanguy Viel à la librairie Les Temps Modernes à Orléans le 4 octobre. Oui. Merci beaucoup Laëlia. Et reste avec nous puisque tu avais une question à poser à notre invité, Aymeric Eluin d'Amnesty International. Oui, puisque Amnesty International va se battre pour les droits humains, je me demandais comment est-ce que c'était entendu. Est-ce que c'est au sens quantitatif, les droits de toutes les personnes, ou est-ce qu'il y a aussi cet aspect qualitatif? Est-ce qu'il y a cette question de redéfinir ce que ce serait un comportement humain, justement? Alors non. On travaille pour défendre les droits humains de tout le monde. Enfin, les droits humains sont universels. Ils constituent un tout qui sont reflétés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, dans deux autres textes importants qui sont notamment le Pacte international sur les droits civils et politiques. Et en fait, la somme de ces textes représente ce qui nous définit, nous, en tant qu'êtres humains, c'est-à-dire le respect de ce que nous sommes, de notre dignité. L'un des articles de la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est de faire en sorte de protéger notre dignité. Alors, notre dignité, c'est quoi? C'est la capacité à jouir de nos droits, qui sont notamment le droit à la vie, le droit à ne pas subir de mauvais traitements, le droit à se syndiquer, le droit à pouvoir s'exprimer. C'est l'ensemble de ces droits qui nous définissent tous, parce qu'ils nous appartiennent tous, ils sont universels, qui font que nous défendons pour les droits de tout le monde. Et d'ailleurs, nous ne sommes pas les seuls. Tu me permets de faire un pont, mais les ONG, certes, se mobilisent, mais aussi, tu parlais des travailleurs, de Jaurès, mais nous avons également les dockers. Les dockers de Fos-sur-Mer, les dockers du Havre. Moi, je me souviens des dockers du Havre en 2019 qui ont bloqué un chargement de canons César destiné à l'Arabie Saoudite. Et là, dernièrement, nous avons encore les dockers de Fos-sur-Mer et de Gênes en Italie. Ouais, on va en parler. Qui se sont mobilisés. Donc, on est tous acteurs, en fait. On est tous acteurs du monde que l'on veut avoir demain. Et alors souvent, parfois, on peut nous demander, mais vous y croyez encore, vous, quand vous travaillez sur les conflits armés, protéger les droits humains, le droit international humanitaire? Et je fais oui, bien sûr, parce que la défense des droits humains dans ces contextes-là est tellement difficile. Si on arrête aujourd'hui, les personnes qui sont victimes de ces conflits seront doublement victimes. Elles seront, d'une part, elles vont subir ce conflit, mourir, être blessées, et ensuite elles seront invisibilisées. Et donc aujourd'hui, il faut se battre et faire entendre nos voix et la voix de ces gens qui sont sans voix aujourd'hui. Mais tu vois, c'est aussi qualitatif, parce que de fait, quand on dit les droits universels, c'est qu'ils devraient être universels. On sait bien qu'ils ne le sont pas. Donc c'est pareil, c'est tendu vers l'avenir, en espérant qu'un jour les deux se mélangent. Quoi. Oui, il y a un peu de ça. C'est-à-dire qu'on a une ambition. C'est de faire en sorte qu'à un moment ou un autre, on arrive peut-être à des situations de conflit armé qui ne tournent pas au génocide, par exemple, où les crimes contre l'humanité ne sont pas commis à l'appel tous les jours parce qu'on vise délibérément des hôpitaux qui sont pourtant signalés. Quoi. Il y a aussi une véritable bagarre sémantique dans les guerres, puisque on parle de dommages collatéraux, de frappes chirurgicales et ce genre de choses. Et en travaillant sur l'émission, j'ai même entendu l'expression « arme à létalité réduite ». Ça m'a intrigué. Qu'est-ce que c'est que ce genre d'arme? Ça nous a intrigué aussi. Tu meurs parce que nous, un peu. Nous, on comprend un peu mort. Oui, un peu mort. Oui, non, mais effectivement, il y a un peu de ça. C'est-à-dire que ce langage a été développé. Mais par qui déjà alors, par l'industrie. Les communicants. Tu te souviens des salons que tu faisais? Oui, c'est vrai que j'ai beaucoup traîné dans les salons d'armement et on entendait ça. Ouais. Et en fait, l'idée, c'est de dire, voilà, nous sommes devant des armes dites intermédiaires. Ce ne sont pas des armes à feu, parce que l'arme à feu, par essence, elle est létale. Ouais. Ce sont des équipements intermédiaires, comme par exemple le taser, la matraque, et qui n'ont pas vocation à être létaux, mais qui, de façon répétée,
vont avoir un impact létal. 25 Donc, par exemple, coups de taser. 25 coups de taser, aux États-Unis, ça a été documenté largement par Amnesty International, tu as les personnes qui meurent, évidemment. Donc l'idée, c'est de dire, voilà, il existe des armes qui empêchent d'aller jusqu'à l'emploi de la force létale. Ces armes sont pas si dangereuses que ça, parce qu'à létalité réduite, donc on peut les tolérer. Voilà. Mais donc, il faut se battre pour encadrer aussi ces armes. Parce que les équipements létalité réduite, c'est aussi, par exemple, le recours aux grenades lacrymogènes, à différents types de lanceurs qui lancent des douzaines de grenades d'un coup. Et ça devrait être interdit. On connaît bien ça, on connaît bien. Merci Aymeric et merci Laëlia. Laëlia Véron, tu peux rester avec nous, Laëlia, si tu le souhaites. Et si tu as le temps, on va continuer à parler de propagande, et notamment propagande de guerre commerciale, parce que c'est la publicité. La dernière. Nova. Il est 19h20, vous êtes toujours sur Radio Nova. Vous écoutez toujours La Dernière avec Juliette Arnaud, Aymeric Lompré, Pierre-Emmanuel Barré, notre invité, Aymeric Eluin d'Amnesty International. Et c'est le moment de celui qui s'apprête à crier, tel un ministre de l'armée israélienne à qui on enlèverait la complaisance des puissances occidentales, Pierre-Emmanuel Barré. Comment ça va la fête de l'humain? Arrêtez! Arrêtez! Faites pas semblant d'être content! Faites pas semblant d'être content, on sait tous que vous êtes là parce qu'il n'y avait plus de place au concert de Gims sur la grande scène. Bon, je suis sympa, je vous fais un extrait de son plus grand tube. Les pyramides, c'était des antennes, les Égyptiens avaient l'électricité. Après, c'est dur l'autotune avec juste une main et un coup, quoi. Non mais la plupart des gens, s'ils viennent à la fête de l'UMA, c'est pour les concerts et la bouffe. C'est pas parce qu'ils sont de gauche. Je le sais, j'ai vu Fabien Roussel tout à l'heure au stand d'Aveyron Gourmand. Le PC, en 50 ans, s'est passé de la faucille et le marteau à la fourchette et le couteau. Fabien, faut y aller, là, c'est le grand soir. Ouh là là, on verra demain, je finis mon aligot saucisse, là. Par contre, j'ai pas croisé Sébastien Lecornu. Mais c'est normal, parce que le dimanche, il a bridge avec Retailleau. Chez Marine Le Pen. Entre chaque parti, ils sont là. De toute façon, le problème, c'est le chaos migratoire. Le communautarisme gay, ça m'exaspère. C'est quand même chouette, une bonne chasse à courre. Et là, t'as Marine et Bruno. Bon, Sébastien, on entend que toi, là, on peut parler, nous aussi. Ils sont d'accord sur tous les trois crypto-fachos, là. Précariser les travailleurs, gazer les manifestants et ouvrir grand la bouche pour laisser Netanyahou jouer au bilboquet avec ses couilles. Ah, raté, Benjamin. Un peu plus bas. Oh, bravo. Vous voulez un peu plus d'armes? Alors, de toute façon, on s'en fout de le cornu, il sera plus là dans 3 semaines. Chaque fois, mais c'est vrai, chaque fois que Macron il nomme un Premier ministre, j'ai l'impression qu'il adopte un labrador de 17 ans à la SPA, quoi. Allez, venez, monsieur Macron, on va faire les papiers. Dépêchez-vous. Ah, trop tard. Vous voulez garder le corps? Non, faut qu'on arrête de s'emmerder à apprendre les noms des chefs de gouvernement de Macron, c'est des efforts pour rien. Le cornu, on va l'appeler numéro 7. Le pire, c'était numéro 5. Alors lui, c'était vraiment une gigantesque chiasse, quoi. Ou non, c'était numéro 4, la chiasse. Ou c'était 6. En tout cas, 1 et 2, c'est sûr, c'était des chiasses. Mais quand même pas autant que 3. Alors 3, c'était... Dis donc, ça en fait des chiasses, hein. Faut qu'il prenne du smecta, Macron. Ça fait 8 ans qu'il cague en spray, quoi. L'idée de la numérotation... L'idée de la numérotation, quand il y a trop de noms à retenir, je l'ai piqué à un pote qui fait ça avec ses meufs. Tiens, d'ailleurs, Aymeric, j'ai croisé 937 qui faisait la queue au stand de dépistage de MST, là-bas. Elle ne t'embrasse pas du tout. Elle m'a dit, tu diras un merci à 8 pour les chlamydia. J'ai dit, toi aussi, tu parles de tes ex en numéro? Elle m'a dit, non, moi, je parle en centimètres. Allez. Petite blague de bite gratuite, ça fait toujours plaisir. Non mais le problème, c'est pas numéro 7 ou toutes les autres bouses qui ont taché les fauteuils de Matignon avant lui. C'est pas une question de ministre. Monsieur le Président, je suis désolé, mais comme j'ai l'impression que vous n'avez pas trop compris, je me fais messager au nom de mes petits camarades. En vrai,
on en a marre de ta grosse gueule. C'est fou, ça. On est en 2025. On est en 2025. Est-ce qu'on peut respecter... C'est vrai. Oui, bah oui. On est en 2025. Il écoute. On verra si ça marche. On est en 2025. Si on pouvait respecter un peu le consentement. Merde, qui ici consent à avoir Emmanuel Macron comme président? Eh ben voilà, ben c'est réglé. Mon président, mon choix. Casse-toi. Ah, bah, c'est juste du bon sens, en fait. Mais même ça réglera rien. C'est pas les gens, le problème, c'est le système. Si on dégage numéro 90, il y aura un autre bon chien du capitalisme qui prendra sa place. Numéro 90, c'est Macron. Il mérite même pas qu'on retienne son nom. J'ai compté tous les rois et les présidents depuis Clovis. Alors vous ferez votre propre palmarès. Mais perso, je trouve que 17, 35 et 89, c'était vraiment des grosses chiasses, quoi. Une seule solution, la révolution. Et si Fabien n'a pas digéré son aligot saucisse, on fera sans lui. Merci de m'avoir écouté. Merci Pierre-Emmanuel. Merci Guillaume. Pierre-Emmanuel Barré qu'on retrouve en tournée partout en France et au Bataclan au printemps. Allez le voir en chair et en blague. Oh, bien sûr. Merci Pierre. Et merci pour ce langage fleuri et imagé, langage pédagogique, châtié, comme tu dis. Nous sommes toujours avec Aymeric Eluin d'Amnesty International. On continue toujours à parler du trafic d'armes. Et comme je parlais du langage fleuri de Pierre-Emmanuel, et qu'on parlait de la bagarre sémantique avec la Elia Véron juste avant, il y a cette bagarre sur le mot génocide. Amnesty International a été une des premières ONG à parler de génocide. À partir de quel moment on parle de génocide sur une population ? Alors, la FIDH ont été les premiers, je crois, à utiliser le mot génocide. Okay. C'était en novembre 2023, si mes souvenirs sont bons, assez rapidement. Donc, alors, en fait, c'est une définition, c'est une conclusion juridique. Ouais. Donc, nous, on a sorti un rapport de 300 pages et on revient sur cette notion de génocide et de ce crime de droit international. Donc, il y a une chose à retenir. Il y a des critères. En fait, il y a une chose à retenir déjà, c'est qu'il n'y a pas de seuil quantitatif pour parvenir à l'idée qu'il y a un génocide. Ouais. Le génocide, c'est quoi? Le génocide, c'est l'idée, c'est l'intention de vouloir faire disparaître, de détruire un groupe, totalement ou partiellement, pour ce qu'il est. Donc, je veux éliminer des Palestiniens parce qu'ils sont Palestiniens. Donc, il y a l'idée déjà de vouloir détruire, l'intention de vouloir détruire un groupe national qui est protégé. Les Palestiniens sont un groupe national protégé. Ensuite, il y a donc cette intention à exprimer, et il y a des crimes, des infractions, des critères qui sont des crimes qui constituent le crime de génocide. Donc le crime de génocide, c'est la constitution, c'est l'assemblage, c'est la somme de plusieurs crimes différents qui peuvent être commis. Et il y en a 5, et ces crimes qui sont commis, il suffit d'un pour qu'ils soient commis. Donc par exemple, le premier critère, c'est la commission de meurtre de façon intentionnelle. Donc tu peux arriver à prouver qu'il y ait des meurtres commis de façon intentionnelle avec l'intention de vouloir faire disparaître un groupe en entier et arriver à la conclusion du génocide. Nous, on est parvenu à la conclusion d'un génocide en partant du principe que 3 actes constitutifs du crime de génocide étaient commis. Donc des meurtres, des atteintes graves à l'intégrité physique et mentale de membres du groupe et le fait de soumettre les membres du groupe à des conditions telles que vous allez disparaître, totalement, physiquement ou biologiquement. Donc en fait, l'idée derrière le génocide... Il y a 5 critères, et s'il y en a au moins un sur les 5... Si tu en as au moins un qui est présent, qui est constaté, tu peux parler de génocide à partir du moment où l'intention est définie. Il faut prouver l'intention que la conduite qui est tenue vise à faire disparaître ce groupe. Donc en fait, le travail le plus compliqué, c'est de déterminer cette intention. Et donc nous, après des mois et des mois d'enquête, on est parvenu à l'idée, à la conclusion juridique, qu'un génocide était commis parce qu'on a établi une ligne de conduite. Il y a un schéma qui a été mis en place. Et quand tu parles d'enquête, c'est par exemple se servir en open source de tout ce que vous pouvez trouver qui disent par exemple à tel endroit précisément dans Gaza City, dans tel immeuble, il y a telle famille qui a disparu avec une vraie famille, avec tous les membres de la famille qui ont disparu intégralement. Oui, c'est ça, ouais.
En fait, on utilise toutes les sources d'informations possibles et imaginables. Aujourd'hui, tu as parlé de l'open source, tout ce qui est disponible en source ouverte, grâce à Internet. On a une somme d'informations auxquelles on n'aurait jamais eu accès il y a 10, 20 ou 30 ans. Ensuite, on a des collaborateurs sur place. Amnesty n'a plus accès au territoire de Gaza depuis longtemps, mais depuis 2012, mais on a créé avant 2012 des contacts et des liens qui ont perduré dans le temps. Donc aujourd'hui, on a des collaborateurs qui sont encore vivants et qui vont sur le terrain, sur des lieux de frappe, et qui sont capables de récolter des preuves. Quand je parle de preuves, c'est quoi? Tu as une résidence privée avec la famille Al-Nofal, par exemple, 18 personnes qui vont disparaître lors d'une frappe aérienne au moyen d'une bombe guidée. Donc nos collaborateurs sur place ont eu la possibilité d'aller sur le lieu de la frappe et de collecter des débris de bombes. Et ces débris de bombes, parfois, peuvent raconter énormément de choses. Ils sont une histoire en eux-mêmes parce que tu as des numéros de série, tu as des identifications qui permettent de remonter jusqu'au fournisseur. Et donc, par exemple, sur le crime de génocide, nous, on a retenu donc trois actes, comme je le disais, et notamment pour qualifier le génocide en partant du principe que des meurtres sont commis, on a enquêté sur 15 frappes. Alors, bien sûr, on a enquêté sur 15 frappes, ce n'est que 15 frappes. Dans les 2 mois du conflit, il y a eu plus de 10 000 frappes aériennes qui ont été commises. Nous, on a enquêté sur 15 frappes. Et on considère que ces 15 frappes révèlent l'intention génocidaire et la mise en place d'un schéma tactique. Pourquoi ? Parce que ces 15 frappes aériennes ont frappé des cibles civiles. À aucun moment, elles n'ont frappé des cibles militaires. Et c'est l'information en open source et l'information sur le terrain qui permettent de le dire. Donc ce sont des familles avec parfois des générations entières qui ont été décimées au moyen en plus d'armements guidés. Donc, le fait que ces armements soient guidés, et guidés spécifiquement sur des zones de résidence qui sont des résidences privées, qui ne sont pas des cibles militaires, amène à conclure qu'un schéma plus large est mis en place pour venir éradiquer cette population. Pourquoi ? Parce qu'en plus, les frappes ont lieu la nuit. Entre minuit, entre 23h et 4h du matin. Elles ont lieu au moment où les familles sont réunies. Et les familles sont réunies au fur et à mesure du conflit dans des habitations ou des espaces encore plus restreints. Donc vous avez toutes les chances de commettre le plus d'impact et le plus de meurtres possible. Et après, on a enquêté également sur tout ce qui est restriction à l'accès humanitaire. Donc tout ce qui est mis en place pour empêcher les gens de vivre. Voilà, les gens la famine organisée. Ouais. Ne pas avoir accès à de l'eau, ne pas avoir accès à des soins de santé, ne pas avoir accès à des sanitaires. Donc on sait possiblement que la France est complice de crimes de génocide si elle vend du matériel ou des composants. À cette date, maintenant, il y a un risque de complicité. On ne peut pas encore parler de complicité. Pour sur une échelle de 1 à 10, il est à combien ce risque ? Plus le conflit dure, plus ce risque augmente. Parce qu'aujourd'hui, la famine qui est organisée sur place et qui concourt à la réalisation du génocide, parce que cette famine mise en place, c'est une famine artificielle qui a été voulue, qui est pensée. Il n'y a rien qui est laissé au hasard dans cette guerre. Rien. Quand il y avait 400 points de distribution d'aide alimentaire en mars 2025, aujourd'hui vous en avez 4. Et quand vous avez 4 points de distribution alimentaire, vous avez des gens qui sont prêts à vous tirer dessus, des mercenaires américains de cette fameuse Gaza Foundation humanitaire, et qui ont déjà entraîné la mort de 2000 personnes, parce qu'ils ont tiré à vue. Et en plus, les blessures sont terribles. Hein. On constate des blessures à la tête, des blessures dans les parties génitales. Donc on cible de façon très précise pour éliminer et parfois empêcher la reproduction. Quoi. C'est pour ça qu'on se demande pourquoi il n'y a pas encore consensus sur ce mot génocide. Mais en tout cas, merci pour le travail que tu fais et merci à Amnesty International, grâce à qui on est informé. Et soutenez Amnesty International si vous le pouvez. Oui, soutenez-nous. Soutenez Amnesty. Il y a une autre expression que j'aime bien quand on parle de guerre. On parle de théâtre des opérations. Il y a un côté divertissement. Il y a un côté le missile de croisière s'amuse, avec plein de personnages rigolos et d'autres. Mais les personnages, c'est pas moi qui vais m'en occuper. C'est Juliette Arnaud qui en parle le mieux. Qu'est-ce que nous fait chialer, c'est pas marqué dans les livres. Qu'est-ce que nous fait chialer, docteur? Plus important à vivre. Régal! Juliette Arnaud. En avant les histoires. Merci. Je vais vous parler de celles et ceux qui sont nés entre 1946 et 1964. On les appelle les baby-boomers. Parce que c'est impressionnant comme l'unanimité s'est faite contre eux depuis 2019. On le sait, portée par les générations précédentes, l'expression « OK boomer »
est rentré dans la culture populaire. Et puis voilà Tipac, notre ancien Premier ministre, a jugé utile de pointer leur responsabilité dans l'état de la dette parce que c'est des gros égoïstes. Ce qui est quand même saugrenu dans la bouche d'un homme lui-même né en 1951. Et là, j'aurais pu dire « Oh, pas ça, François. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que t'as fait. Aïe, 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 aïe. » Et je vais plutôt vous proposer qu'on se barre à Nanterre, où en 1967, il y en avait 12 000 comme étudiants de ces boomers. À l'époque, Nanterre, c'était une université toute neuve, où bossait un prof d'anglais qui s'appelait Robert Merle. C'est un écrivain, peut-être que vous avez lu Maleville, ou Un animal doué de raison, ou La mort est mon métier. À l'époque, il a 60 ans, 67, et il a l'idée d'écrire un roman qui causerait de la fac. Alors, il dépose une petite annonce. La petite annonce dit « Pour futurs romans, écrivains cherchent étudiants disposés à faire part de leur vie au quotidien, critères de sélection aucun, âge indifférent, filles ou garçons. » Et des filles et des garçons sont venus causer avec le prof de leur vie au quotidien, et de leurs récits à elle et à eux, et de ses observations à lui, va naître un roman magnifique qui s'appelle « Derrière la vitre ». En 67, en fait, les événements de 68 sont en train de prendre leur élan. Et Robert Merle, malgré son âge, est convaincu que cette jeunesse, elle est à la fois mal connue et mal comprise. Moi, j'aime ce roman, j'aime sa finesse et j'aime son ironie, mais ce que j'aime surtout, c'est 3 personnages d'étudiantes qui m'ont rappelé que 68, c'est pas que Daniel Cohn-Bendit et ses petits camarades porteurs de slip kangourou. Ça m'a permis aussi de voir ces jeunes boomeuses comme des sœurs. Elle s'appelle Brigitte, elle s'appelle Jacqueline, elle s'appelle Josette. Brigitte, à qui son amant gauchiste explique brillamment qu'elle doit disposer de son corps comme elle le veut, comprendre comme il veut lui, pour ne pas être un objet de consommation. Bref, que quand la liberté sexuelle existera, les femmes iront mieux. Ben oui, sauf qu'il y a un océan entre le discours de l'amant gauchiste et ses pratiques sexuelles égoïstes. Et Brigitte ne dit rien, mais n'en pense pas moins. Et puis il y a Josette, qui est plus politisée et qui est démoralisée par son prof parce qu'elle veut le convaincre des bienfaits de l'insurrection. Et le prof lui répond que la stratégie du capitalisme consiste justement à capitaliser la violence des opposants pour effrayer les classes moyennes et se consolider au pouvoir par la peur. Tiens, ça me rappelle un truc. Ou encore Jacqueline, étudiante en lettres qui n'arrive pas à lire Proust. Même pas une page, ça la saoule. Mais qui, quand même, énonce une phrase que Marcel lui-même n'aurait pas reniée. Elle dit, Jacqueline, j'en ai marre de la vie d'étudiante. Qu'est-ce que je fais à Nanterre? Rien. J'attends que la vie commence. Dans le film La Grande Bellezza, le film italien de 2013 de Paolo Sorrentino, la vie du personnage principal, Jep Gambardella, qui est critique d'art, elle a bien commencé et elle se poursuit de même. Le film s'ouvre, Jep célèbre ses 65 ans, donc c'est un baby-boomer, avec une fête magnifique, vulgaire et gaie sur un toit de Rome. Et là, Sorrentino se met à filmer Jep qui danse. C'est beau aussi, un homme de 65 ans qui danse. Il le filme ensuite déambulant dans les rues à l'aube et à la brune, quand la lumière dore sa ville de Rome, entre les vestiges antiques et les dernières nouveautés. Jep est toujours à l'aise, cynique parfois, avec un bon sourire qui relève ses rides souvent. Jep profite, mais Jep n'écrit plus. Pourquoi est-ce qu'il n'écrit plus? Il dit qu'il n'écrit plus parce qu'il cherchait la grande beauté et qu'il ne l'a pas trouvée. Il a dès lors arrêté d'écrire des romans et depuis il déambule. Alors bien sûr, Jep c'est pas un héros et c'est pas exactement un modèle non plus, parce que Jep il prend rien au sérieux. Il aime Proust, hein, mais quand un jeune homme lui dit mais si je prends pas Proust au sérieux, qui alors? Jep répond personne. C'est peut-être ça aussi ce qu'on leur reproche à cette génération. Allez, écrivez ça sur ma pierre tombale. Elle ne prenait rien au sérieux. Elle va avoir du temps pour y réfléchir. Juliette Arnaud. Merci Juliette. Merci Juliette. Pour retrouver en podcast, comme toutes les chroniques de cette émission, et l'émission en intégrale, puisqu'on en est à faire de la promo pour cette émission. Pour notre émission, on vous conseille aussi la matinale de Nova, qui a repris du service avec Ségo Raffetin et Asdine Ahmed Chaouch. Et avec des chroniques cette saison de Thomas VDB, qui va devoir se lever. Non, probablement il les enregistre. Alex Ramirez et Mamari. Et sinon, il y a d'autres matinales sur d'autres stations de radio. Vous êtes libre d'avoir envie de vous foutre en l'air. Comme avec ce qui suit d'ailleurs, parce que c'est la publicité.
Vous êtes toujours sur Radio Nova, c'est toujours la dernière. Juliette Arnaud, Aymeric Lompré, Pierre-Emmanuel Barré, notre invité, Aymeric Elluin d'Amnesty International. Et c'est l'heure de notre séquence, l'invité de l'invité. Toutes les semaines, vous le savez, on laisse notre invité choisir son invité. Aujourd'hui, je vous demande d'applaudir bien fort Rania, qui est avec nous. Bienvenue Rania. Bienvenue à toi. On va parler cuisine et géopolitique, puisque tu fais de la cuisine palestinienne. Tu as un blog qui s'appelle Les Petits Plats Palestiniens de Rania, qui est toujours actif, sur lequel tu postes toujours des choses. Tu as également un compte Instagram où on peut te suivre. Première question toute bête, c'est quoi ton lien à la Palestine? C'est quoi ton lien à la Palestine? Mon lien à la Palestine, Ouais. Je suis fille de réfugiés de la Nakba. Ok. Voilà, donc je suis palestinienne. Un lien assez clair. Et comment tu as eu l'idée de ce blog? Alors, comment j'ai eu l'idée de ce blog? C'est suite à une indignation et un coup de colère. Ouais. Si tu veux, je suis née à Paris, j'ai grandi, j'ai vécu ici. Je suis ensuite partie en Jordanie quelques années dans ma famille palestinienne. Et quand je suis revenue, j'ai voulu un moment vérifier une recette palestinienne sur Internet. Tu sais, comme quand tu vérifies le grammage pour la farine. Hein. Marmiton, quoi. Exactement. Ouais. Et là, je vois que dans tout Internet, il n'y a absolument rien sur la cuisine palestinienne. Ok. Et là, vraiment, je suis colère. Mais c'est pas possible qu'on soit invisibilisé à ce point-là. Et de là, je me suis dit, bon, écoute, Rania, tu te débrouilles quand même pas mal en cuisine palestinienne. Hein. Tu sais cuisiner que ça. Donc, go faire un blog sur la cuisine palestinienne. Et en fait, vraiment, mon idée, c'était vraiment de démocratiser la cuisine palestinienne dans le monde francophone, pas qu'en France. Dans le monde francophone, donc aussi bien via un blog, via des écrits, via des vidéos. Voilà. Donc, est-ce que c'est une manière pour toi de faire de la politique aussi? Complètement. De faire exister une culture? Et on a trop envie de savoir quelles sont les spécialités palestiniennes. Si tu veux, moi j'ai toujours été foncièrement militante depuis toujours. Je suis née, à partir du moment où on est NAIT palestinien ou palestinienne, on est objet politique de toute manière. Donc je suis politisée de toute manière. Mais pour moi, la cuisine, ça a été une arme pour moi. Ça a été un outil de résistance et un outil politique pour parler de ma culture, pour parler de la résistance palestinienne, de sa résilience, de tout ça. Et voilà. Et si on parle spécifiquement bouffe, quelles sont les spécialités palestiniennes si on ne connaît pas du tout, par exemple, comme moi, qu'est-ce que tu me conseillerais de découvrir en premier? Il y a la raclette palestinienne. Est-ce qu'il y a la raclette? Alors, écoute... Aymeric est essentiellement sur la raclette. Si tu peux rajouter du fromage fondu à un moment donné, il sera heureux. Ouais. On aime beaucoup le fromage, hein. On aime le fromage, mais pas trop version raclette. Ouais, donc on passe à autre chose. Mais si tu veux... Il est sectaire. Mais oui, on a le ma'loubé qui est un plat traditionnel palestinien qui est en fait, si tu veux, un one pot, c'est-à-dire avec du riz, des légumes, de la viande ou du poulet que tu viens retourner sur un plateau. C'est hyper folklorique, tout tient sur le plateau. T'as la famille qui est autour. Qui regarde si vraiment ce plat va s'écrouler ou pas. Et Mais le but, c'est que ça s'écroule pas. Exactement. Ça veut dire s'il est vraiment très très bon, il doit tienne en rester. fait. D'accord. Ouais, exactement. Donc et tout le monde applaudit, donc ça tient et voilà. Donc ça c'est hyper traditionnel, hyper folklorique, hyper ancré dans notre identité. Et j'ai lu sur ton blog, je crois d'ailleurs, qu'il y avait même une bataille culturelle là-dessus, parce qu'il y a un restaurant israélien, tu cites un restaurant israélien, qui fait passer ce plat pour de la nourriture israélienne. Non, mais c'est insupportable en fait. Non mais c'est étonnant parce que j'avais jamais imaginé qu'on pouvait faire... Bon moi, après moi je suis hyper radicale dessus, donc si tu veux on peut y aller. C'est pour ça que je te pose la question. Pour moi j'estime que la cuisine israélienne n'existe pas, tout simplement. Voilà, donc... En fait, ce qui est très drôle quand j'ai commencé sur mes réseaux sociaux à poster mes recettes, je me suis rendu compte que je me faisais stalker par des chefs israéliens. Allez. D'accord. Le Mossad des cuisines israéliennes, quoi. Ouais, non. Mais vraiment, c'était fou. Et donc, à mon tour, j'allais les stalker.
Ah oui. Et donc tu voyais ce qu'ils faisaient. Et je fais, mais what? Ce sont nos plats, en fait, tu vois. C'est exactement ça. Au mieux, c'était revisité, tu sais, un petit peu à leur façon, tu vois, en fonction, voilà. J'ai hâte de la prochaine polémique. Mais- Caroline Fourest dit, mais- oui, sur Nova, ils ont dit que la cuisine israélienne n'existait pas. Alors que la raclette... Alors que la raclette, la raclette, il y a des débats aussi. Hein. Ouais. Est-ce que c'est suisse? Est-ce que c'est de l'autre côté de la frontière? Donc, non, mais c'est pour ça que c'est intéressant. Ton blog, j'encourage tout le monde à aller faire un tour dessus et à suivre ton Instagram parce que la cuisine, comme tout dans ce vaste monde, est politique aussi. Merci beaucoup, Rania, d'avoir été avec nous. Donc, je rappelle les petits plats palestiniens de Rania. Allez la découvrir sur Internet, sur Instagram. Allez vous abonner maintenant. De toute façon, il va rien se passer de plus. Ah bah si, on va écouter de la musique. J'allais lancer de la pub, mais je crois que de la pub, on en a suffisamment entendu. On est toujours à la fête de l'UMA, donc on est entre Gims et une reprise de Bella Ciao à la flûte de Pan. Qu'est-ce qu'on pourrait écouter d'autre, Juliette? Alors là, c'est pas compliqué, on va écouter un de mes tubes préférés, en partie parce que c'est à cause de générations qui se comprennent pas, en partie parce que cette musique donne envie de casser des tabourets de bar. My Generation des Who. Les Who! Vous êtes toujours sur Radio Nova, la dernière, Juliette Arnaud, Aymeric Lomprey, Pierre-Emmanuel Barré et notre invité, le chargé de plaidoyer armes à Amnesty International, Aymeric Eluin, et dans le public, Jamil Le Schlag. On l'a repéré. Il n'est jamais très loin. Que vous pouvez écouter dans son excellente émission, Les Grands Remplaçants. On t'embrasse. Et qui voilà, qui nous a rejoint, celle qui pourrait faire des blagues à Gaza ou au Yémen. Elle ne craint rien car son spectacle s'appelle Trop drôle pour mourir. Ma Marie! Eh ben, ça tombe bien parce que depuis que j'ai vu les images du Parlement qui brûle au Népal, je suis fascinée. Vous voyez les gens qui mettent des vidéos de feux de cheminée dans leur salon? Bah, disons que depuis mardi, il y a une source lumineuse incandescente chez moi et c'est pas du petit bois qui craque. Ça me berce. Peut-être que quand j'ai des insomnies, je devrais pas mettre des méditations guidées, mais des compiles des temps forts des Gilets jaunes. Voilà, je pensais qu'en France, on était les bestes en révolte. Ouais. Ou bien, comme dirait Willy Denzey, number one. On est sur une radio musicale ou pas? Mais là, la jeunesse népalaise nous a prouvé que c'est pas un hasard si nous, on a le Mont Blanc et eux, l'Everest. Le Parlement qui brûle... C'est l'image qui a le plus tourné. On a aussi beaucoup vu d'images du ministre des Finances poursuivi jusque dans une rivière. À côté de ça, notre 10 septembre, ça ressemble à une convention de belote. En même temps, c'est pas trop transposable en France. Bah oui. Ici, on a Oudéa Castéra qui se jette dans la Seine toute seule. Elle sortirait juste avec ses lunettes de piscine en disant c'était une baignade fabuleuse. On a des images de ministres exfiltrés en hélicoptère. Le Premier ministre a présenté sa démission après que sa maison a été brûlée. Bah, il y a quelque chose dans le feu qui éveille le sens des responsabilités, quoi. Non mais ouais, toutes ces images, elles sont impressionnantes. Mais je veux pas faire oublier qu'à la base, les manifestations étudiantes du lundi 8 étaient pacifiques. Ça fait des années que la population locale dénonce la corruption, l'extrême pauvreté, les taxes trop élevées qui leur sont imposées et qu'elle voit les enfants et proches des dirigeants étaler leur vie de luxe sur les réseaux sociaux. Ça me provoque une petite pensée pour le compte TikTok de Julia Sarkozy. Et au lieu d'être à l'écoute... Le gouvernement népalais a trouvé un prétexte pour couper les réseaux sociaux, ce qui est l'équivalent d'éteindre la lumière pour remédier à une chambre en bordel. Clairement censurée, la jeunesse a décidé de manifester de façon pacifique, je le répète, et suite à la répression policière violente, répression policière violente, c'est un pléonasme, la police a fait 19 morts et 400 blessés. Et c'est le lendemain, mardi 9, que les lieux de pouvoir ont été pris d'assaut. Donc les raccourcis de type « les Gen Z ont brûlé la maison du Premier ministre parce qu'on leur a coupé les réseaux sociaux », t'as pas des milliers de jeunes qui sont sortis briqués à la main en criant « T'avais qu'à pas m'empêcher de regarder la skincare routine Daily Bieber !» Non, surtout que les réseaux qui ont été coupés initialement, c'est entre autres Facebook, Twitter, Signal, LinkedIn. Désolée, mais j'ai pas pu m'empêcher de me dire LinkedIn. Bah évidemment qu'ils pètent un câble, quoi. Ils ont pas accès à leurs sources de motivation quotidienne. Ouais, comment survivre à 22 ans au Népal quand tu peux plus féliciter Marie-Christine Gaucher pour sa promotion en tant que gestionnaire de paix, bordel.
Beaucoup de réseaux ont été coupés, mais le réseau TikTok est resté actif. C'est comme ça que la désinformation sur les revendications a pu être contrée et que j'ai pu avoir mon feu de cheminée personnalisé. Aujourd'hui, il y a une première ministre par intérim qui a été élue sur Discord. Elle s'appelle Sushila Karki. Elle a promis de mettre fin à la corruption dans le pays et d'écouter les revendications de la génération Z sur l'égalité économique. Je regrette juste qu'elle ne l'ait pas annoncé en faisant une danse TikTok, mais bon. Mais surtout, j'espère qu'il y aura un réel impact, parce qu'une révolution d'une telle ampleur, ça me fait penser au printemps arabe, dont les retombées ont été beaucoup moins grandes qu'on l'espérait. Et puis j'espère aussi qu'en France, on se mobilisera très largement le 18 septembre. D'ailleurs, un conseil, si le gouvernement écoute la dernière, si vous voulez que tout se passe bien pour vous, je vous déconseille de couper copain d'avant. Marie, merci Marie. Qu'on retrouve en spectacle Trop drôle pour mourir au théâtre Le République du 3 octobre. Le 3 octobre et le 24 décembre. Du 3 octobre au 24 décembre. Du 3 au 24 au théâtre Le République à Paris. Merci beaucoup. Merci. Nous sommes toujours, encore pour quelques minutes, avec Émeric Héluin d'Amnesty International. On t'a posé beaucoup de questions sur ton domaine de compétences, mais on va aller sur le terrain de l'artistique avec le questionnaire de Juliette Arnaud. Je t'ai demandé, Émeric, quel livre t'était resté de l'enfance. Tu m'as répondu Le Comte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas, qui a été écrit à peu près au milieu du 19e siècle, qui est l'histoire de la vengeance la plus carabinée de la littérature, celle d'Edmond Dantès, qui a été adaptée au cinéma récemment. Toi, c'est le roman. Pourquoi est-ce que c'est ce roman-là qui te reste de l'enfance? Est-ce que c'est l'injustice? Est-ce que c'est la vengeance? Ou est-ce que c'est l'abominable geôle du château d'If? C'est l'injustice, clairement, l'injustice qui est faite à cet homme. Et en fait, quand je regarde avec le chemin parcouru, je me dis... ça fait sens. Ça fait sens parce qu'il y a une injustice. Le héros met des années à monter son plan pour se venger. Alors, nous, on ne parle pas de vengeance à Amnesty, mais le chemin de la justice est long. Oui, ne parlez pas de vengeance. Non, ça marchera moins bien. Le chemin de la justice est long. Et en fait, il y a un parallèle avec les droits humains. Ça prend du temps de défendre les droits humains et d'obtenir des impacts. Et en fait, c'est pour ça que ça a fait titre quand tu m'as posé la question. Quoi. Ok, je te donne le point de la cohérence. Je t'ai demandé ensuite quel livre t'avait donné envie de devenir une grande personne. Là, je suis un peu tombée de mon pieu. Tu m'as dit... LA Confidential de James Ellroy, qui est un roman noir qui date de 1990. Ellroy, c'est un peu le patron du roman noir américain. Il est complètement paranoïaque, il est super à l'aise dans l'ultra-violence. Petite passion pour la police de Los Angeles, la corruption politique et policière et le trafic de femmes. Et tu m'en as dit, roman qui m'a fait dire que le monde ne pouvait pas être comme ça, il ne pouvait pas être aussi violent. Alors, la question que je te pose, c'est ne pouvait pas ou ne devait pas? Ne devait pas, mais quand je l'ai lu, c'est le premier auteur que j'ai lu au lycée, un roman noir, roman policier vraiment noir, avec toutes les tares de la société dedans. Quoi. Ah, ils y sont toutes. Pornographie, homophobie, pédophilie. Racisme, pédophilie, prostitution, trafic d'armes, corruption. Ah oui, parce que tout le monde a une arme. Hein. Tout le monde a une On arme. est dans les années 50 aux États-Unis, tout le monde est armé. Exactement, et Dudley Smith, le chef de la police et la confidentielle, est le pire des salopards, quoi. Et en fait, quand j'ai lu ça, je suis un peu tombé des nues. Je me suis dit, c'est pas possible, on peut pas écrire des choses aussi violentes. Et ce monde ne peut pas exister, quoi. Et donc, voilà, ça m'a frappé. Et peut-être qu'il y a une cohérence finalement avec aujourd'hui, quoi. Le fait de se battre pour que ça n'arrive pas. Quoi. Moi, j'aurais jamais imaginé que ce roman pouvait fabriquer une quelconque vocation. À part évidemment sociopathe. Et enfin, je t'ai demandé quel livre te fait rire et tu m'as répondu Les corrections de Jonathan Franzen. C'est un bouquin qui date de 2001. Tu viens de le finir, m'as-tu dit. C'est l'histoire d'une famille américaine, les Lambert, à la fin des années 90 aux États-Unis. Et ce qu'il y a de rigolo, je trouve, c'est qu'à l'époque, on parlait du roman en disant c'est l'histoire d'un continent entier, l'Amérique, en train de sombrer dans la folie. Déjà ? Ouais. En fait, le monde a toujours été fou, je crois. Mais moi, j'ai fini de le lire avec 20 ans de retard, donc je l'ai lu là, alors qu'il est sorti, comme tu dis, en 2001, un peu avant les attentats d'ailleurs. Juste avant. Juste avant les attentats du 11 septembre. Et en fait, j'ai trouvé sa plume vachement mordante, et vraiment dans une sorte d'humour à la fois affectueux et en même temps un peu cynique, parce qu'il les aime, ces personnages, quand même. Et ça tourne autour d'une famille du Midwest qui voit l'Est de New York, des États-Unis, comme étant les portes de l'enfer. Et en fait, on voit une famille qui essaye avec la mère d'essayer de se recomposer, de recréer du lien, de corriger, en fait.
ce qui s'est passé. En fait, on ne se corrige pas totalement, on peut changer, mais peut-être qu'il y a aussi une forme de cohérence à chercher des corrections dans la façon dont le monde se déroule aujourd'hui. Franchement, je te mets 3 points. 3 points de cohérence. Ah oui, 3 points de cohérence. C'est jamais arrivé depuis le début de l'émission. Pas fait exprès, hein. Merci beaucoup, Aymeric Elouin, et merci Juliette Arnaud. D'un Aymeric à l'autre, puisqu'on a parlé beaucoup lecture, il est presque temps de conclure cette émission avec celui qui aurait pu écrire le petit livre rouge. Ça aurait certainement été le petit livre du vin rouge du Parti communiste. Aymeric Lomprey est avec nous. Allez. Allez, l'actualité. Ah ouais. L'actualité est chaude. Elle est chaude, l'actualité. Comme l'ambiance à la fête de l'humanité. Comme quand l'année dernière, ici même, Dominique de Villepin a été applaudi. Putain. Vous avez applaudi Dominique de Villepin? Merde. Dites pardon. Ils le font en plus, mais c'est fou. Dans 2 ans, tu vas voir Raffarin en slab au concert de Vianney. Il va finir au stand Aveyron Gourmand avec Fabien Roussel. J'essaie d'attraper le dernier magret. Vas-y Fabien, quand on veut, on peut. Bon. Allez, l'actualité. L'actualité, là, c'est le blocage mercredi dernier. Il y a eu blocage. J'y étais. Enfin, j'y étais. J'étais pas au premier rang non plus. Hein. Déjà parce que le matin, j'avais paddle. Et puis, qu'est-ce qu'il y avait comme violence? Qu'est-ce qu'il y avait? Des casseurs partout. Wow. Des têtes comme ça. Des flics. Putain, il y avait des flics partout. Merde. Qu'est-ce qu'il y avait comme flics? J'étais là, mais putain, il y en a autant en France, des flics, c'est pas possible. Que fait l'éducation nationale? Oh. Attends, et moi, franchement, être flic, pour moi, c'est un mystère. Devenir flic, ça et écuyer. D'ailleurs, la preuve, ça n'existe même plus, écuyer. Voilà. Je lance des pistes. Moi, si un jour, mon gamin, il me dit « Papa, je veux être flic », je dis « Mais continue les études, merde ! Va au moins jusqu'au collège, Sylvie, putain !» Si j'ai un fils, je l'appelle Sylvie, c'est sûr. Comme ça, s'il devient flic, ses collègues, ils le persécuteront jusqu'au suicide. Et qui c'est qui pendouille? C'est Sylvie. Ouh. Oh. Alors... Non mais il faut l'imaginer. Même le public de la fête de l'humain est choqué. J'arrive pas à savoir si vous rigolez ou si vous vous moquez de moi. Bon, c'est pas grave. Non mais à Paris c'était fou, il y avait 2 flics par manifestant, je te jure. Tu marchais, t'en avais un de chaque côté comme ça. Tiens ma bière Beverly pendant que Jordan m'aide à faire mon lacet. Pantouni. Mais arrête, pourquoi t'enlèves mon pull? Il est confondu. Bon laisse, Beverly, elle est où ma bière? Il est tout nu. Non, j'aime pas faire les amalgames, mais en plus tu sens que la plupart ils ont pas la lumière à tous les étages quoi. Oh tu sais tu les vois comme ça. Je veux taper. En plus ils sont équipés, qu'est-ce que c'est cette histoire? La dette elle est dans leur costume, hein, je te jure. Non mais attends. Tu sais, tu les vois comme ça c'est 12 000 balles, ça, c'est 12 000 balles. C'est pour protéger le périnée. Alors, je sais même pas comment ils arrivent à mettre leur costume eux-mêmes. Je suis sûr qu'ils ont des écuyers maintenant. Des gens encore moins qualifiés qu'eux qui les aident, quoi. Des têtards. Tenez, messire Kevin, votre plastron. Merci, spermatozoïde. Je suis pas... Je découvre ma chronique. Alors, non, attendez, je recommence. Tenez, messire Kevin, votre plastron. Merci, spermatozoïde. Non, je suis un tétard. J'ai envie que ce soit la pub. Non. Je recommence. Tenez, messire Kevin. Non. Si, j'aimais bien ce passage. Ah ouais. Tenez, messire Kevin, votre plastron. Merci, spermatozoïde. Non, je suis un tétard. Un spermatozoïde. Je recommence. Ouais, recommence. Tenez, moi j'ai fait avec l'accent marseillais. Tenez, monsieur que... Non. Non, je suis pas un tétard. Je suis un tétard. Un spermatozoïde, ça se voit pas à l'œil nu. Mais comment ça? Tu veux... Bon. Là, il y a que le stand du Nord-Pas-de-Calais qui est là. Bah, moi, je comprends, hein. Non. La France, c'est le pays d'Europe qui a le plus de morts en manifestation. Et les CRS, ils sont là. On est les champignons.
Putain, pour une fois qu'elles arrivent en premier, putain. Alors, en plus, nous les gauchos, on est nuls en bagarre, quoi. Tu sais, on préfère faire les festivals que les sports de combat. Parce que j'ai remarqué, les gens de droite, ils se préparent bien à la bagarre. Ils aiment bien la bagarre. Tu sais, nous, le jeudi soir, on est là. Eh, viens, on va voir Zao de Sagazan. Et eux, ils sont là. Allez, mon Louis, imagine le sac de frappe, c'est un arabe. Je suis le nouveau Napoléon. Je vais me présenter à Menton. On va dire. On a beau dire, mais Retailleau, il a bien bossé. 80 000 policiers dans toute la France. Ça, c'est un ministre, il bosse, hein, il embauche. Peut-être qu'il aurait dû être à l'éducation nationale, ou à la santé, ou à la cohésion sociale. Et peut-être on n'aurait pas eu besoin de toute cette merde. Merci d'avoir écouté. Aymeric Lompré. Merci Aymeric pour cette analyse particulièrement fine de l'actualité. On avait besoin de ça pour finir l'émission, presque finir l'émission. Nous sommes toujours avec Aymeric Helluin d'Amnesty International pendant quelques secondes, le temps de te poser quelques petites dernières questions. Pierre-Emmanuel. Oui, Aymeric, est-ce que votre prénom vous dessert? Très bonne question, après ce qu'on vient d'entendre. Oui ou non, tu dirais? Oui. Voilà, c'est bien. C'est bien ce que je pensais. L'honnêteté, ça paye toujours. Juliette. En termes d'époque, Aymeric, est-ce que ça serait pas la pire pour être entendu quand son métier c'est causer régulation de l'armement? Écoutez, je ne sais pas. Heureusement, Malo, notre réalisateur, avait coupé ton micro. Et ça c'était un très bon réflexe. Oui, mais en fait, il n'y a pas de bonne période. Ok. C'était mieux ma réponse, là. Aymeric, est-ce que c'est une bonne idée de donner des armes à des alcooliques? Et sinon, faut-il interdire la chasse? Je sens que j'ai créé un débat parmi le public. Alors, et ça sera la dernière question de l'émission. Joker. Merci Aymeric Helluin d'avoir été avec nous. On peut l'applaudir bien fort. Merci. Soutenez Amnesty International tant que vous le pouvez. Autant que vous le pouvez. Merci beaucoup pour tout le travail de toutes les équipes d'Amnesty. Merci à ton invité Rania. Allez voir son blog. N'oubliez pas, si vous n'avez pas tout compris à cette émission, envoyez-nous des questions. La dernière @radionova.com. On y répondra la semaine prochaine. Merci à toute l'équipe de l'organisation de la fête de l'UMA. Faites-leur un maximum de bordel. Merci à Thomas VDV, la Elia Véron, ma Marie, toutes les équipes techniques de Radio Nova, le patron Frédéric Antenne qui est juste derrière. Faites du bruit pour toutes les équipes techniques. Malo Williams, notre réalisateur, accompagné de Lucie, Paul à la technique depuis les studios, Mano, Loris, Ninon, Yona pour la prod, Christian pour la programmation musicale, Colline, Élise, Sébastien, Bastien pour les réseaux sociaux, les équipes vidéo, Goodway, Benjamin, Alban, Adrien, ils ont bossé toute la journée. Faites-leur un triomphe. Notre rédacteur en chef, Ramzi Assadi, et Aymeric Lompré, Pierre-Emmanuel Barré, Juliette Arnaud et Guillaume Meurice. On se retrouve la semaine prochaine. Amusez-vous bien à Stasiempré et vivement la dernière. La dernière.